Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast lors duquel j'accueille un mec qui a beaucoup fait parler de lui pendant la guerre de section lors du Reboot Camp 2025. Renaud, je vais te laisser te présenter, nous raconter un petit peu tout ton parcours. Moi, il y a 2-3 petits éléments que j'ai en tête, mais dans les détails, je sais pas, et je suis très curieux de t'écouter. Donc bienvenue à Barcelone, pour contexte, on vient de se taper une séance avec Renaud et son accompagnant très très chaud qui d'ailleurs, comment dire, je te l'ai dit quand on était justement à la salle, très beau gosse, j'étais en train de m'entraîner, et en fait il a mis son entraînement en pause, il allait chercher des Powerade, et il nous a ramené des Powerade comme ça, c'est un très beau geste, je trouve ça s'en dit très long sur toi, donc beau gosse mec. Renaud, après vous, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais ici? Je fais ici parce que j'ai participé au Reboot Camp. Du coup, je m'appelle Renaud, comme tu l'as dit. Tout a commencé en 1999. Je veux parler de 99. En Écosse, je suis né en Écosse. C'est vrai? Ouais, je suis né en Écosse. Ok. Un Français né en Écosse qui habite en Belgique. Ça n'a aucun rapport avec le reste de l'histoire, mais au moins on met les bases. Donc voilà, j'ai 25 ans maintenant, bientôt 26 le mois prochain. Je suis coach sportif en Belgique du coup, dans plusieurs petites salles, à domicile, plein de trucs, bref, c'est pas le plus important. Et du coup, j'ai fait le Reboot Camp cette année, là en janvier 2025. Et voilà, je suis là pour parler de ça, et de mon histoire, et de tout ça. Trop cool mec. Tu penses que c'est pertinent de remonter jusqu'à quand? Parce que là t'as 25, t'as fait le Reboot Camp, t'avais 25 du coup. Est-ce que tu veux remonter moi je sais qu'il y a eu un moment donné dans ta vie un accident de moto. Ouais, est-ce que c'est le point de départ ou tu veux repartir peut-être un petit peu avant, histoire de donner un peu de contexte? Un petit peu plus tôt. Déjà pourquoi l'Écosse? C'était tes parents qui avaient un travail? Mes parents habitaient là-bas. Ouais, ils habitaient là-bas. Mes parents habitaient là-bas parce que ma mère travaillait dans les hôtels, donc était un peu envoyée en mission à gauche à droite. Okay. Mais j'ai vécu 6 mois en Écosse. Puis on est retourné 1 an en France, et puis après tout le reste de ma vie en Belgique. Donc je suis quasiment belge, c'est pour ça que je dis 99 et pas 99. C'est bien. Entre Suisse et Belge, on peut exact, on n'a pas besoin de traduire. Exactement, les Français, force à vous. Non mais donc on peut revenir un peu plus tôt, plus ou moins au début de mon histoire avec le sport, on va dire. J'ai toujours été très sportif, rugby, tennis, plein de choses. Mais j'ai commencé donc la musculation en salle vers 16-17 ans, quelque chose comme ça. Mais au début, un peu comme tout adolescent, un peu n'importe comment. Tu fais des séries un peu à gauche à droite. T'as pas forcément de progressive overload, donc tu progresses pas au bout de quelques temps. Donc pas de gain musculaire, ou très peu. Donc voilà, je faisais du sport, je disais que je faisais de la salle, mais en vrai, il y avait pas beaucoup de résultats. J'ai très longtemps été très mince, voire même maigre. Des fois, j'ai fait une photo de moi à 18 ans, vraiment ça fait peur. Ah ouais? Ouais, je te jure. Tu pesais combien? Parce que tu fais 1m80 du coup. 1m80, je devais peser, je sais pas, peut-être 60 kilos ou un peu moins. Ah ouais, faut être fort. Ouais. Mais à l'époque, je faisais un peu moins d'1m80, j'ai grandi un peu tard aussi. Ah ok. Donc 18 ans, 1m76, peut-être quelque chose comme ça, okay. 60 kilos, vraiment assez maigre. Donc voilà, après, premier point important, Covid. Covid, les salles ferment, donc plus moyen d'aller à la salle. Et là, ma première expérience avec du coup le street workout, calisthénie, musculation au poids du corps, parce qu'on était enfermés chez nous. Le premier truc qu'on pouvait faire, c'était aller faire du sport et juste faire ça. Donc moi, ma vie, c'était juste sortir avec les potes, faire du sport, jouer aux jeux vidéo, vraiment la belle vie quoi. J'allais plus en cours, j'étais à l'université déjà à l'époque, université de sport. Okay. Donc c'était trop bien. Les cours, ils ont juste arrêté? Il y avait des cours en ligne, mais bon, tu connais. D'accord. Okay. On les suivait pas trop quoi, par-ci par-là, mais surtout donc musculation, beaucoup dehors au poids du corps, commencer à faire des tractions, des pompes, des trucs assez basiques. Très rapidement, j'ai voulu comme toi chase le front lever. En fait, j'ai commencé le street pour le front lever. Ok. Donc c'était un peu mon point d'appui par rapport à ça. Très bon objectif. Ouais, franchement, c'était ma figure préférée. Honorable. Exactement. Ouais, et puis j'étais suivi par tes vidéos aussi, chase to 20 secondes, je pense plus ou moins vers la même époque ou un peu avant, je pense. Ok. Où t'avais beaucoup tryhard ça. Donc moi, j'étais là en mode, je veux faire ça aussi, je veux avoir un front lever. Premier mois, je tryhard ça tous les jours, je fais un front lever tous les jours. Mon père, il a mis une barre dans mon grenier, front lever tous les jours. Je l'ai eu 8 secondes full en 1 mois. Donc en vrai, belle perf, mais double tendinopathie au coude, donc ne faites pas ça les enfants. Tu t'es fait mal au coude en faisant du front? En fait, j'ai toujours eu des coudes un peu fragiles. Ok. Et je sais pas pourquoi. Le fait de faire du front tous les jours, ça m'a détruit les coudes. Aucune explication, mais c'est comme ça. Donc faites ça intelligemment, allez crescendo. Ok. Donc voilà, suite à ça, je commence à progresser bien comme il faut. Début de planche, des muscle-up, des trucs assez classiques. Et là, t'en parlais, premier point très important dans ma vie, c'est du coup mon accident que j'ai eu donc le 28 septembre 2020. Juste avant mes 20 ans. Attends, c'est à pile 5 ans. Ouais, on est le 30 ou le premier, je pense. C'est 5 ans, ouais. Donc 5 ans et 3 jours, exactement. Putain. Donc là, ça faisait 6 mois que je faisais du street. Je commençais déjà, j'avais pris, je pense, un bon 8-9 kilos quand même. Donc je commençais déjà à prendre du muscle et j'étais hyper content. J'avais une toute nouvelle moto, je venais de passer mon permis, j'étais trop heureux. J'étais vraiment au top de ma vie, tu vois. J'avais ma meuf depuis
depuis 1 an, un truc comme ça. Mhm. J'avais une moto, je faisais du sport, j'étais bien, j'étais musclé et tout, j'étais trop heureux. Et là, la vie, elle te rappelle que c'est une pute. Donc, boum, accident de moto. Pour expliquer très rapidement, une meuf qui me coupe la route en voiture. J'étais dans mes droits, je l'ai rentré dedans. Je suis passé par-dessus la voiture, j'ai pas eu de contact moi avec la voiture. Mais le plus grave qu'il y a eu, c'était, j'avais une moto avec un assez gros réservoir. Ceux qui connaissent, c'est une CB500 de Honda. Donc, c'est pas une grosse moto, tu vois, 500, c'est pas un gros truc. Mais le réservoir est assez gros quand même. Et donc, avec le choc, ça m'a détruit l'avant du bassin. Donc, tu vois, le bassin, il est comme ça à l'avant. C'est la symphyse pubienne, ici à l'avant. Et ça a explosé comme ça. Parce que le réservoir, t'es rentré dedans. Ouais, Enfin, le c'est ça, réservoir, avec le choc, dans la voiture. on a est cassé rentré. l'avant du bassin. Donc, le bassin comme ça. Donc, voilà, hôpital, machin, directement hospitalisation. Et mon poignet aussi. Ça, j'en reparlerai juste après. Mais donc, on m'a refermé le bassin. On m'a mis une plaque dessus. Et vu que le bassin, c'est un truc hyper mobile, tu peux pas, dès le lendemain ou même 1-2 semaines après, commencer à poser un pied au sol. Parce qu'il faut que ça se consolide bien comme il faut, sinon la plaque, elle bouge et c'est mort. Au début, on me disait, ouais, t'inquiète pas, 1 semaine, après on pourra commencer un peu la rééducation. 1 semaine, j'attends, 2 semaines, j'attends, toujours rien. Faut savoir que je pouvais même pas m'asseoir à l'hôpital, donc j'étais couché ou un peu avancé. Donc, vraiment compliqué, quoi. Je voyais pas la lumière du jour, je voyais rien, donc très très dur. Après 2 semaines, on me dit, finalement, ce sera 6 semaines avant la rééducation. Donc 6 semaines avant de poser un pied au sol. Heureusement, on va y venir, mais j'ai réussi à négocier. On a fait 3 semaines à l'hôpital. Après, on a mis un lit d'hôpital chez moi et j'ai refait 3 semaines à la maison avant de pouvoir poser un pied au sol, bien sûr, parce qu'après, je suis resté encore des mois dans ce lit d'hôpital chez moi. Pour revenir un petit peu, donc, très compliqué. Hospitalisation dans une chambre, des fois tout seul, des fois avec une personne qui vient, mais pour 2-3 jours. En plus, j'étais du côté hors de la fenêtre, donc t'as le côté avec la fenêtre, j'étais du côté hors de la fenêtre. Ouais. Donc, je voyais pas la lumière du jour, rien du tout. Ouais. Rester assis. Le mec de la fenêtre, il tirait le rideau en plus. Donc, Ouais, tu vois. chacun sa vie privée, donc ouais, tu mets un rideau entre les deux. Tu sais, je sais pas, les mecs, des fois ils se changent ou quoi, tu vas pas être tout le temps bien ouvert, sûr. quoi. Et même moi, vu que je suis couché, la fenêtre, je la voyais, mais je voyais pas ce qu'il y avait derrière la Bien fenêtre. sûr. Je me rappelle très bien d'une fois, un pote à moi, Samuel Dédicace, il va regarder le podcast, j'imagine, je l'enverrai. Il vient me voir à l'hôpital, il prend une photo de la fenêtre depuis l'extérieur, il me la montre, et limite, j'avais les larmes aux yeux. Genre, ça fait 1 semaine et demie que j'étais couché là, et le fait de revoir l'extérieur, c'est con, on était là. Ouais. Oh, il y a du soleil. Et ça, c'est fou. Par rapport aux visites, hyper important, c'était en plein Covid, du coup. Il y avait le deuxième lockdown, je crois. T'as eu le premier. Confinement. Ouais, deuxième confinement, merci. À ce moment-là. Et du coup, j'avais le droit à 1 visite par jour, 1 heure par jour. Donc, t'imagines, je devais avoir un planning envoyé à mes potes, à ma famille. Ouais. Ok, tu viens toi tel jour, tel jour, tel jour. Il devait venir maximum 1 heure. Enfin, c'était vraiment horrible, quoi. T'es là, t'es tout seul toute la journée. Tu vois ta famille ou tes amis 1 heure, une seule. Tu faisais quoi le reste du temps? T'étais sur ton tel? J'avais un ordi, série Netflix, YouTube. Parce qu'à l'époque, t'étais censé être en cours. En septembre, c'était la rentrée. Ouais. Donc tu suivais les cours un petit peu ou vite fait? Franchement, j'avais pas le moral. Ok. En y repensant, ça aurait dû être le moment où, ok, je me motive, je suis les cours, je lis des livres, je me forme, et trucs comme ça. Mais c'est con, mais t'as tellement le moral à zéro. T'essaies de te reconstruire, et donc tu penses pas à ça, tu penses juste à dopamine instantanée, vidéo, bouffer, les potes qui m'amenaient à manger. Du coup, j'ai perdu tout mon muscle, j'ai pris du gras, enfin un truc, vraiment, j'étais une catastrophe, quoi. Tu pissais dans l'espèce de bocal en verre, là? Ça, faut en parler. Je pissais dans ce qu'on appelle j'ai oublié le nom. Un uri, quelque chose, un truc comme ça. C'est comme une longue bouteille. Dans laquelle, tu mets ton engin et tu pisses. Ça allait. Le problème, c'était pour l'autre commission. Du coup, je pouvais pas me lever, je pouvais pas aller aux toilettes ni rien. Donc, on me foutait un pot comme un handicapé, quoi. J'étais handicapé, tu vois. Donc, ça, c'était le plus compliqué. Et voilà, même pour se laver, tu vois, laver aux gants de toilette, les infirmières qui viennent te laver aux gants de toilette, t'as plus d'intimité, quoi. Tout le monde te voit à poil, on te lave de partout. À 20 ans, du coup. À 20 ans. 21. Qui allait avoir 31 ans, du coup, 2 mois plus tard, 1 mois et demi plus tard. Ouais. Donc, voilà, tu vois. Mais en fait, t'es tellement, t'es plus la même personne, c'est-à-dire que voilà, tout le monde te voit à poil, on s'en fout, c'est comme ça, t'es à l'hôpital, t'es limite un objet de l'hôpital, tu fais partie du truc. Tu vois, ça, c'est très bizarre comme sensation. Y a plus de pudicité. Ouais, de pudeur, t'as plus d'intimité. T'as plus d'intimité, rien du tout. Donc voilà, on s'égare un petit peu. Je reparle aussi, parce que je devais en parler de mon poignet. Du coup, j'ai eu mon bassin qui s'est cassé, mon poignet qui s'est cassé. Mon poignet, du coup, on a aussi mis une plaque. Juste, je suis un peu curieux de savoir l'accident. Ouais. Genre, tu tapes dans la voiture, t'as qu'on appelle ça le truc de la moto, le réservoir qui te rentre dans le bassin, toi tu voles par-dessus la voiture, et tu perds connaissance, comment ça se passe ensuite? Du coup, je tombe sur mon poignet, ce qui a cassé mon poignet, on y reviendra. Mais non, très spécial, parce que du coup, théoriquement, mon bassin il s'est cassé, je peux pas marcher, mais tellement l'adrénaline, le choc de l'accident, je me lève, d'un coup, je marche, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un passant qui vient, qui me calme, qui m'arrête, qui me met sur le côté, et là, j'ai vraiment des images flash de ça, mais c'est
tellement bizarre. Je suis assis sur le côté, je regarde la scène de l'extérieur, je vois ma moto dans la voiture, et je suis en mode non, c'est pas possible, genre ça peut pas m'arriver. T'as l'impression d'être en train de rêver. Ouais, exactement, vraiment. Je me suis dit, c'est pas possible, je vais me réveiller, c'est impossible, c'est un cauchemar. Ouais. J'étais là, et c'est très bizarre parce que j'ai envie de pleurer, Ouais. mais j'arrive pas à pleurer. Ok. Tellement je suis choqué par le truc, tellement j'ai un mélange de colère, de peur, de plein de trucs. Ouais. Je sens que mon intérieur me dit, vas-y, pleure, t'en as besoin. Mais genre ça pleure pas. Ouais. Et c'est très spécial ça. En plus, bah, laisse tomber, la meuf, une connasse, elle sort, elle m'engueule, enfin, horrible, c'est vrai. horriblissime. Une meuf horriblissime. Alors que c'est elle qui te coupe la route. Alors que celle qui me coupe la Parce route. qu'il y a eu un jugement du coup par la suite. Là, c'est encore ou- en cours. Ok. Mais je suis totalement, elle est totalement en tort. Donc ça a été jugé. Et elle totalement en t'engueule tort. alors que Et c'est elle toi qui as m'engueule. volé par-dessus. Et elle m'engueule, par-dessus ouais, elle. ouais. Non, ça c'est une catastrophe cette femme. On s'est jamais revu depuis. Ok. Mais voilà. J'ai de l'amertume envers elle, ça changera pas. C'est Incroyable. comme ça, quoi. Ok. Donc voilà, mon poignet, donc je tombe au sol. En fait, je pense, parce que voilà, je sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais ma théorie c'est que du coup mon bassin a cassé sur le réservoir et que mon poignet en tombant au sol s'est cassé. Et là d'ailleurs très marrant, je me lève, du coup je sens une grosse douleur au poignet. J'avais des gants, hein, j'étais full équipé. Je sens une grosse douleur au poignet. J'enlève mon gant et je vois mon os, pas qui sort, mais enfin qui est déboîté, mais on voit pas l'os. Mais tu vois La boule sous la boule, peau. Il sort exactement. pas de la peau, mais Et ouais. voilà, ça je fais. Oh merde. Ouais, j'imagine. J'imagine surtout quand t'es un peu, tu fais du sport et t'as une conscience de ton corps. Ouais. Tu vois ça, tu sais tout ce que ça va impliquer. Ouais, exact. Et deuxième truc, je sens une énorme douleur au niveau du coup du bassin. bassin, tu vois, du bassin. Je me dis putain, j'espère que c'est pas cassé là-dessous. C'est pas ta Le bite premier qui- truc, exactement. Le premier truc que je fais, c'est mettre ma main dans le caleçon, regarder s'il y a du sang. Il y avait rien, j'étais soulagé. Ah, ok, mais après ok. je me dis bon, c'est peut-être pire que ça, tu vois. Et, donc voilà. Moi je connais là, du coup je vous en ai parlé hier. Du coup cette sensation de demander si tu t'es pas fait un truc grave sur le sgeg. Ah ouais, pour mais, un homme, c'est le pire truc possible. C'est le premier truc que j'ai fait. Mettre ma main, il y a pas de sang, c'est bon. Je suis bien. Parce Mais vas-y. Non, vas-y, je voulais justement Tu voulais rajouter leur l'anecdote mettre le contexte. Voilà, Vas-y, comme ça, je c'est te dis, si marrant, je vais pas en ouais. faire une vidéo entière où je vais parler de cette C'est histoire, vrai, tu vois. c'est vrai. Mais pour ceux qui ont la chance d'être sur ce podcast, sachez qu'il y a quelques jours, j'étais en train de me lester sur des tractions à 30 kilos. Et alors que j'étais accroché à la barre et que j'avais la ceinture de laisse, du coup, avec les 30 kilos accrochés, en fait, le crochet, l'espèce de mousqueton, le petit crochet métallique, je sais pas, la chaîne, elle glisse. Et en fait, il y a tout qui se pète la gueule. Et en fait, le crochet, il me crochette le zub, en fait, tu vois. Dis les termes. Faut dire les termes. Et en fait, il y a tout qui tombe comme ça, bam, comme ça, je sens une énorme douleur sur ma bite. Et donc, je pose tout. Je prends mes affaires, je me dis, je vais vite aux toilettes. Et certainement que, du coup, à partir de là, je devrais rentrer. Mais j'essaie de garder, tu vois, une face, personne remarque, poker face. Comme ça. Ouais, j'essaie de marcher aussi naturellement que possible. Je pense que si quelqu'un me regardait à ce moment-là, il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas parce que vraiment, je me suis posé sur la barre, boum, le truc tombe. je prends mes affaires, je me pars. Bien gentiment. Et ouais, je me suis bien lacéré le zub. J'aurais une cicatrice à 100%. Ah ouais? Ouais, j'aurais 2 cicatrices du coup, une sur la tête, une sur la bite. À partir de ce Hier, tu moment-là. me disais que ça saignait du bras. Non, ça saignait. En fait, si tu veux, c'est pas le. Merde. En fait, c'est sur toute la peau. Je pense que j'ai dit la peau. Ah, mais en fait, t'avais fait comme ça. Donc, je croyais que- Parce que c'est mon bras symbolise ma bite. Ah oui, d'accord. C'est la même taille, c'est pour ça. En fait, c'est exactement, mec. Non, en fait, c'est t'as le gland. En fait, Ah oui, d'accord. t'auras le c'est gland ça. ici, tu vois. oui. Et en fait, tout ici a Putain, genre belle bite, hein. un espèce d'énorme trou. Ouais, c'est comme ça, mec. Un espèce de trou ici, et ça fait genre. En fait, c'était marrant, on en parlait ce matin avec ma meuf, du coup, pour l'anecdote. Mais la cicatrice fait un peu. Enfin, ça n'a pas encore cicatrisé, mais la cicatrice fera probablement une forme de. Tu sais, les poissons morts. Ouais. Genre Exact. les arêtes de poissons. un Tu sais, où peu t'as comme le petit squelette de poisson. Un peu comme ça. Mec, on a la même chose. Parfait. C'est bon, parfait. Sur la bite, sur la main, c'est parfait. Non, mais bref. Mais du coup, t'as fait des points de suture? Enfin, Non, on n'a pas fait. Je suis rentré, j'ai mis bétadone. Comment on appelle ça? Bétadone. C'est le truc un peu brun comme ça que tu mets qui désinfecte. Isobétadine. Je sais pas, du Ah, désinfectant. bétadine. Et mais vu que c'est que la peau, j'ai pas été voir un médecin. C'était le bras. Mais sur le gland, enfin pour rentrer dans les détails, skipper ce passage. Regardez Regardez c'est que des les mecs, de toute façon, c'est que des mecs. regardez les timecodes en description si jamais vous avez envie Le de passage passer vide, sur- vous pouvez skipper. Mais ouais, sur le gland en fait, enfin juste à la base du gland, il y avait vraiment c'était bleu parce que il y a eu le choc, mais la Ouais. peau a protégé. Tu vois, si j'étais feuge, Wow. j'aurais le gland déchiré. Et ça aurait fait très mal, mec. Bon, bah voilà. Feuge ou musulman. Allez, c'est bon. Allez, reprenons. Chrono, Donc, du coup- on parlait de mon poignet. Donc, je tombe sur la main. Ah, une bite, c'est Non, du passé. coup, non, on parlait du bassin. Du coup, tu regardais que ça saignait pas. Ouais, C'est- mais ça, c'était bon, on en a parlé, du coup, c'est bon, j'ai regardé, ça saignait pas, c'est bon, j'étais content, la bite et les boules allaient bien, c'était très très bien. Ok. Donc après, le poignet, donc j'ai regardé, ça allait pas trop. Et ce qui s'est passé à mon poignet, c'est que du coup, bah, ça s'est cassé. Du coup, on a mis une plaque, tu vois, tout ici, j'avais une plaque là. Ça, je l'ai gardé pendant 1 an. Et ça s'est solidifié en dessous. Et ce qui fait que quand on a enlevé la plaque, même malgré la rééducation, la kiné et tout, tu vois, j'ai un poignet qui est complètement bloqué. Ah, tu peux pas le Tu vois, là, je peux pas aller plus loin que ça. Ouais. C'est sérieux, Je te mec jure. Comment Là, tu fais peux des essayer. Pousse. Tu peux t'inquiéter Ah, pas mal, hein, tu peux y aller. Hein.
Attends, essaie de... Je relâche là. C'est pas vrai. Non, mais là, ça, je peux Ah, pas. ok, Ouais, attends, mais- laisse complètement souple. Putain, c'est ouf, mec. Ouais. T'as vu? Là, Ouais, je on peux sent pas aller que- plus là-dessus. Donc, pompe sur les points, tu vois. Que sur les points. Bah, mec, c'est bien, on voit le positif Ah, partout, mais mec. je suis obligé, tu vois. Donc, voilà. Et donc, poignet bloqué à ce niveau-là. Malgré la rééducation, ça bouge pas. La plaque au niveau du bassin, elle est à vie. Donc là, je l'ai encore. Parce que tout simplement, en gros, pour aller un peu dans les détails, la vessie se recolle dessus après l'opération. Sur la plaque. C'est la plaque qui est devant le bassin et la vessie du coup derrière le bassin. Un D'accord. peu au-dessus, tu vois. Ok. Du coup, il y a tout qui vient se recoller là-dessus, les muscles, les adducteurs et tout. Et si tu viens réopérer ça, c'est trop en bazar. D'accord. On peut réopérer si jamais il y a un problème, je sais pas, il y a une vis qui saute ou quoi, donc faut réopérer, mais sinon c'est à vie. Normalement, c'est du titanium, donc c'est fait pour rester à vie. Ok. Mais donc voilà, ça, j'ai pas tellement de complications. Quand je cours beaucoup, et pendant Reboot Camp, j'ai beaucoup couru, je boite après, pas pendant la course, mais dès que mon muscle se repose après, je boite pendant 2-3 heures. Je me rappelle, j'ai fait un marathon pendant 1 heure, j'étais en train de boiter à 2 km/h en marchant, c'est horrible, mais voilà, ça c'est les conséquences de ça. Sinon, pas tellement de conséquences dans la vie. Quand j'ai un appui fort dessus, ça peut me faire mal. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant j'évite les sports de combat, parce que maintenant je me prends un coup là, je repars à l'hôpital, tu vois. Donc ça faut éviter. Mais au final, maintenant, tu vois, ma vie elle est comme ça. Le truc le plus marquant de cet accident-là, c'est pas forcément ce qui me reste physiquement, parce que ça je vis avec, c'est comme ça. C'est plus ce que ça m'a fait mentalement. Tu vois, le fait de passer à 1 centimètre de la mort, tu changes complètement. T'arrives à l'hôpital, tu dis, vous êtes presque en hémorragie interne, heureusement que vous êtes arrivé à temps. Pendant l'accident, s'il faut 1 seconde avant, 1 seconde après, c'était ma tête qui prenait, comme cérébrale, je pouvais mourir, ou la nuque, ou n'importe quoi. Donc, quand tu passes si proche de la mort, tu te rends compte, c'est con, tout le monde le sait, mais à quel point la vie est précieuse, et à quel point il faut profiter de ce que t'as, tant que tu l'as encore, parce que quand tu passes 3 mois dans un lit à pas bouger, tu te remets à dire, ok, j'aimerais bien marcher. Quand tu recommences à marcher, tu redécouvres la vie, quand tu recommences à courir, c'est encore mieux. Donc ça te forge à ce niveau-là. Et je pense que c'est l'événement principal qui m'a changé, qui m'a fait passer de jeune adulte, adolescent, à l'homme que je suis actuellement. Je n'échangerais ça pour rien au monde. Même si je devais revenir en arrière et pas avoir cet accident, je le ferais pas. Sans ça, je serais pas qui je suis maintenant. C'est une part de ma vie. Tu vois, maintenant, je le vis très bien avec, j'ai aucun problème d'en parler. Et ça m'a forgé à ce niveau-là. Très fort, mec. Très très fort. T'es plus grand Merci. que prévu, mec. Parce que je me tiens droit. Shoulders back. Très, mec, T'es resté du coup 3 semaines à l'hôpital. Ouais. 3 semaines, tu fais ensuite sans quitter le lit, mais cette fois-ci à la maison. Ouais. C'était tes parents qui t'aidaient pour... Mes parents, j'avais un kiné qui venait tous les jours et une infirmière qui venait me laver, faire les besoins, des trucs comme ça, quoi. Mes parents m'ont beaucoup aidé. Je suis extrêmement reconnaissant de mes parents envers ça. Mes amis aussi, ils passaient, ils m'aidaient beaucoup, ils étaient là pour moi. C'est à ce moment-là qu'on voit les vrais amis, les gens qui viennent pas quand t'es au plus mal. Mais non, ouais, beaucoup d'aide des gens autour de moi. Et donc oui, 3 semaines à l'hôpital, 3 semaines chez moi, mais 3 semaines sans pouvoir mettre le pied au sol. Après, tu commences un peu la rééducation, un peu de chaise roulante, un peu de béquille, mais tu restes quand même dans ce lit d'hôpital. Ouais. Tu vois, moi, ma chambre était tout en haut, je pouvais pas monter l'escalier avant, je sais pas, 3 mois, un truc comme ça. Ah, wow. Et je te montrerai, c'est une vidéo après si on y pense. Mes premiers pas, mes jambes, elles sont comme ça. Parce que du coup, il y a tout qui a fondu. Je suis tout maigre, encore plus que quand j'avais 18 ans, tu vois. Et donc, je suis là, vraiment comme un enfant qui apprend à marcher. Un pied devant l'autre. Il y a mon kiné et mon père qui me tiennent à gauche, à droite. Et je suis là en train de faire des bébés pas. Je me rappelle très bien, la toute première fois où j'ai marché, mon kiné avait mis 2 chaises. Je passais d'une chaise à l'autre, genre 5 mètres, aller-retour. Je suis retourné dans mon lit, j'ai dormi. Tellement ça m'a crevé. Ah ouais, je te jure, comme si j'avais couru un marathon, quoi. Parce que ton corps est plus habitué à ça. Et du coup, il est très très fatigant. Mais petit à petit, tu te reconstruis, tu recommences à marcher. J'étais en études de sport, donc j'ai raté tout un semestre d'études. Les directeurs et les profs ont été hyper cléments, ils m'ont aidé à quand même valider des cours que j'aurais pas dû forcément valider. Quand je reviens en cours janvier, février, d'abord en chaise roulante et puis en béquille, je recommence à marcher. Très vite, t'es pris dans le truc et tu recommences à te pousser un peu plus les limites. Je me rappelle très bien un cours de rugby. Moi, comme je t'ai dit, j'ai fait du rugby, j'en ai fait pendant 5 ans. C'est toujours un de mes sports favoris, même si j'en fais plus, mais j'adore ça, je regarde toujours ça à la télé. Il y avait cours de rugby. Je recommençais à peine à bien marcher, tu vois. Je dis, tu sais quoi, fuck it, mon corps il se souvient. Et là, je commence à courir, je prends les ballons, je fais des trucs de rugbyman, tu vois. J'adore ça, donc je me donne à fond dedans. Et je me sens bien. Et c'était la première fois que tu recourais. Une des premières fois, plus ou moins. J'avais déjà fait quelques petits trucs à gauche, à droite, mais c'était la première fois où j'étais vraiment à fond dedans. Où t'as eu la confiance pour te dire, vas-y, go. Parce que t'as peur, j'imagine, de réutiliser ton corps pleinement. Peur, je sais pas, mais c'est plus est-ce que ça va fonctionner. Ouais, c'est ça. T'as peur que ça se passe. c'est ça. Et là, tu t'es dit, vas-y, let's go. Je me suis rien dit. Juste, j'ai fait. Et mon corps suivait. Et ça a été. C'était trop bien. Ça a été jusqu'à un moment. T'as boité un peu après ou... C'est pas boité, c'est pire que ça. Genre, du coup, moi, rugbyman ancien, les autres gars, ils font pas de rugby. Donc, je sais que je suis meilleur qu'eux. Je sais qu'en plus, j'ai des bons appuis. Je suis un mec qui court vite. J'ai des bons appuis à gauche, à droite. Donc, je fais ça bien. Franchement, je suis content. Je me débrouille bien et je m'amuse trop.
À un moment, je prends la balle, je sais pas si tu vois un peu le rugby, tu vas marquer des essais, donc derrière une ligne et tu vas déposer la balle derrière la ligne. Je prends la balle, je contourne, je cours, je sais pas, genre 20 mètres en sprint à fond, 1 mètre avant la ligne, je m'écroule. Personne qui m'a touché, juste je m'écroule. Mes jambes ne suivent plus. Je tombe, je m'écroule, voilà, parce que j'ai poussé au maximum. Mon corps dit c'est bon frère, t'as assez fait, maintenant stop-toi. Et du coup, je me suis écroulé. Là, je me suis dit ok, peut-être qu'on est un petit peu trop loin et on va prendre doucement. Mais c'est la première fois où je me suis dit ok, mon corps est de nouveau fonctionnel et je peux le pousser un peu plus loin, tu vois. D'accord. Et ça, c'était du coup combien de temps après l'accident? 6 mois. 6 mois comme ça, ouais. T'as récupéré assez vite, hein, quand même, pour quelqu'un qui s'est pris une plaque dans le bassin, mec. Ouais, franchement, les médecins étaient hyper étonnés que je reprenne site parce que j'ai un passé de sportif. Donc, mon corps, je sais qu'il a senti qu'il avait besoin de d'y remettre, tu vois. Par rapport au street workout, en parlant de récupération, du coup, j'étais hyper content. J'avais le front lever, je commençais à bien me débrouiller. Ouais, surtout quand t'as plus de jambes, après, c'est plus facile. Là, tu repars à 0, vraiment 0, 0, 0. Je recommence à faire les tractions, même les tractions avec la plaque, là, tu peux pas trop te pendre, tu vois. Ouais. Donc, plein de trucs comme ça. Encore maintenant, quand je fais des pompes, pourquoi je dois mettre un protège-poignet parce que j'ai encore des douleurs. Tu recommences, traction, pompe, vraiment un truc très basique. Mais même chose que la course. Avec le passé sportif, ça revient assez vite. J'avais fait une petite vidéo, je me souviens, sur une de mes premières vidéos sur Instagram. C'était la transformation. Du coup, j'avais fait 3 mois à fond de street pour récupérer un peu mon niveau, avec du montage un peu claqué, comme à l'époque sur du NF ou des trucs comme ça, tu vois. Très marrant quand même. Et j'étais fier de moi. Et du coup, de janvier à avril, 3-4 mois, je me suis mis à fond dedans et j'ai récupéré mon niveau en avril. Et là, j'étais content de pouvoir me dire, ok, c'est bon, mon corps est réparé. Une question qui volontairement, tu vois, j'ai envie que tu sois très honnête vis-à-vis de ça. C'était quoi le sentiment que tu avais vis-à-vis des personnes qui, elles, du coup, n'avaient pas vécu d'accident et qui avaient un corps qui fonctionnait, genre des poignets qui fonctionnaient, des hanches qui fonctionnaient et qui, du coup, pouvaient techniquement se mettre à courir ou faire des pompes et ainsi de suite, mais qui, alors qu'elles prétendaient vouloir se mettre au sport, disaient qu'elles trouvaient pas la motivation. Alors que toi, avec un corps défoncé, tu essayais de trouver des moyens, enfin, tu travaillais sur un corps, tu faisais avec ce que tu avais. Et quand tu voyais d'autres personnes qui avaient plus de chance que toi, à ce niveau-là, et tu vois, c'est quoi l'émotion que tu avais vis-à-vis de ces gens-là? C'est une très bonne question et je me la suis jamais posée. D'accord. Et je suis jamais arrivé dans une situation où je me suis dit ça en voyant des gens. Je te pose la question parce que je sais que tu fais du coaching aussi. Ouais. Mais à l'époque, j'étais en études à l'époque. D'accord. Mais peut-être donc aujourd'hui ou plus récemment, est-ce que des fois tu ressens est-ce que tu partages déjà ton histoire avec les personnes que tu accompagnes? C'est dans mes descriptions de coach, dans les salles où je travaille. Quand on me pose la question, j'en parle, mais pas aussi profondément qu'ici. Tu vois, t'as pas forcément le temps de débattre autant à ce moment-là. Mes clients plus personnels où je vais chez eux, où on se connaît beaucoup mieux, là, elles le savent. Mais c'est pas non plus, enfin, c'est pas le truc où je vais arriver directement et dire, OK, les gars, j'ai eu ça. Ouais. Tu vois, ça fait partie de moi. Si on me pose la question comme ici on en parle, j'ai aucun problème à en parler, mais ça me définit pas. Tu vois, c'est pas Renaud, le mec qui a eu un accident. Ça m'a forgé qui je suis maintenant. Sans ça, je serais pas comme ça. Ouais. Mais je vais pas commencer à dire, les gars, moi j'ai eu ça, j'ai failli mourir, machin. On s'en fout. Ok. Tu vois. Mais pour répondre à ta question, du coup, tu parles de chance, des gens qui ont plus de chance que moi, mais je sais pas si c'est une question de chance ou quoi. Ok, moi j'ai pas eu de chance sur l'accident, mais au final, a posteriori, c'est une chance pour moi d'avoir eu ça, vu que ça m'a forgé, comme je me le répète depuis tout à l'heure. Donc c'est pas une question de malchance ou chance. C'est très drôle que tu dis ça, hein, parce que souvent on se dit que la vie parfaite, entre guillemets, c'est la vie, tu vois, de la personne qui a jamais vécu des phases difficiles. En fait, si t'as une vie sans phase difficile, en fait, t'as pas assez de force mentale, en fait, tu construis pas cette résilience. Et donc, toutes les épreuves, tous les trucs difficiles que t'as pu vivre, c'est ce qui te donne ta force aujourd'hui. Surtout pour un homme. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'un homme a besoin de, peut-être pas des trucs si hard que ça, mais des épreuves à gauche à droite, des ruptures, comme toi t'en as eu, comme tout le monde en a eu, des problèmes à gauche à droite avec la famille, avec des amis, des disputes, des défaites. On a besoin de ça pour se construire. C'est comme ça qu'on se forge. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle, je sais pas si t'as envie de creuser ou pas, mais ça m'intéresse, moi j'ai en tout cas un avis dessus, et pourquoi est-ce que tu dis surtout pour un homme? Parce que je pense que la vie d'un homme est plus dure en termes d'épreuves. Non, je vais pas dire ça parce que c'est pas vrai, les femmes ont une vie très dure aussi, mais c'est dans le sens où je pense qu'un homme doit être fort pour passer au-delà des prochaines épreuves qu'il aura, et que sans s'être forgé au préalable, il peut se laisser trop aller et pas être assez résilient pour le reste de sa vie. Et les femmes, c'est un peu différent, c'est plus de la force mentale. Je sais pas si ça a répondu ou... Non, c'est enfin, moi, je pense que je te pose la question, je suis un peu biaisé parce que dans mon entourage, je connais quelqu'un je connais une meuf qui est en couple avec un mec et qui est tombée enceinte de ce mec. Et c'est un gars qui est un peu, on va dire, qui très agréable à côtoyer, mais qui prend les choses à la cool, qui se met pas la pression,
qui s'inquiète pas spécialement de son avenir professionnel ou même de sa santé, tu vois, le mec qui fume, le mec n'a pas forcément un bon taf, il laisse filer des opportunités alors qu'il y a des opportunités qui lui sont tendues. Et en fait, pendant sa grossesse, du coup, elle a eu la malchance d'avoir une grossesse qui s'est très mal passée, avec beaucoup de complications, des allers-retours à l'hôpital, des nausées super violentes, impossible de manger, genre elle doit se faire nourrir par intraveineuse. Et à côté de ça, un copain qui lui offre pas la stabilité et la sécurité dont elle aurait besoin. En fait, quand dans sa vie à elle, ça va bien parce qu'elle est pas en grossesse et puis parce que, encore plus, tu vois, la grossesse, là c'est une grossesse, mais une grossesse hardcore, tu vois. Donc en temps normal, ça fonctionne. Mais là, du coup, vu qu'ils avaient le projet d'avoir un enfant ensemble et qu'elle est dans cette situation, le fait que le mec ne soit pas assez construit et ne soit pas assez fort pour pouvoir la soutenir, pour elle, c'est super déstabilisant, tu vois. Et je pense que c'est une des raisons, pour ça que je te pose la question, tout simplement, parce que ça me creuse un petit peu la tête, tu vois. Je pense que c'est toi, je sais que t'as une copine et que t'as aussi comme projet de faire des enfants plus tard. C'est mon cas moi aussi, et je pense que c'est une partie de la réponse, en tout cas. C'est quand t'as dit qu'un mec il doit vivre des épreuves, se construire et devenir fort. Je pense que c'est parce que moi, j'avais jamais spécialement imaginé, tu vois, la situation de putain, en fait, c'est vrai que oui, une grossesse, c'est difficile, mais qu'est-ce qui se passe si la grossesse, elle est vraiment difficile? En fait, toi, en tant que mec, il faut que tu sois là pour non seulement assurer, financièrement, c'est le minimum, mais aussi émotionnellement. Genre, la meuf, elle va avoir, tu vois, des hormones qui partent en couille parce que grossesse, il faut que toi, tu sois suffisamment stable dans ta vie, donc dans ta tête aussi, tu vois, pour pouvoir encaisser les humeurs qui vont changer, pour pouvoir apporter tout ce réconfort. Et si toi, tu t'es pas suffisamment construit, si t'as pas vécu des trucs traumatisants qui font que t'as une base solide parce que t'as du vécu et que t'es capable d'encaisser ce genre de situation, pas des situations spécifiques comme ça, tu vois, mais c'est-à-dire que dans ta vie, il s'est passé des trucs et t'as appris à gérer avec des difficultés de la vie, tu vois, et donc tu sais faire preuve de force émotionnelle. Je sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Je pense que c'est une des raisons. Bref, ça me passait juste. Non, mais je crois que t'as totalement et... expliqué ce que j'arrivais pas à dire juste avant. Si je partage ce que tu dis, après voilà. Nous, c'est nos avis. Je pense qu'on est un peu d'accord à ce niveau-là. Chaque homme a un petit peu une envie d'être différente. S'il y a des hommes qui préfèrent, comme ton pote ou le pote de ta copine, être comme ça, s'il aurait comme ça, très bien. Moi, je pars du principe que comme toi, l'homme est là pour être une base solide dans un couple, dans un foyer familial, financièrement, rationnellement. Tu vois, parce que les femmes sont beaucoup plus émotionnelles que nous. Donc, comme tu dis, quand on a des problèmes d'émotion, il faut être le rock solide qui est là pour la soutenir, simplement, tu vois. Tu veux enchaîner par la suite, là, du coup, 2021, 2022? On peut enchaîner. 2021, du coup, toute l'année, accident, rééducation, machin. Après ça, retour à la vie plus ou moins classique, tu vois, études, vie sociale, beaucoup de street workout. Je me suis un peu, pas professionnalisé parce que j'ai jamais gagné vraiment d'argent là-dedans, mais j'ai essayé de faire du street workout à haut niveau, du freestyle, du statique. Après l'accident? Après l'accident, ouais. Enfin, pas direct après, mais au fur et à mesure quand tu récupères. Donc de 2021 à 2024, j'étais vraiment à fond dans le street, full statique, full dynamique. Tu l'as vu sur la plage, j'ai encore quelques restes, tu vois. Donc compétition, championnat de Belgique, championnat de France, des compétitions aussi en France, à gauche, à droite. Donc ça m'a bien plu. Franchement, c'était une chouette période de ma vie. Mais j'ai vu qu'il fallait trop s'entraîner pour être dans les meilleurs. Tu vois, j'ai fait 6e de France, 6e de Belgique, en m'entraînant beaucoup. Je voyais, j'ai notamment des amis qui sont extrêmement forts, qui sont professionnels à ce niveau-là. C'est du 3 heures par jour, 5 fois par semaine. Bon voilà, maintenant on voit d'autres personnes qui performent très bien avec un peu moins d'heures, mais je sentais que ça allait prendre trop le dessus sur le reste de ma vie si je voulais être dans les meilleurs. Ne serait-ce que dans le top 3 Belgique, tu vois. À côté, j'avais mes études, j'avais un projet, j'ai une association du coup dans le street workout. Je faisais j'organisais des compétitions, des choses comme ça avec Dag justement qui bosse aussi là-dedans avec moi. Maintenant un peu moins parce qu'on a chacun nos projets, mais à l'époque c'était un truc assez gros en Belgique. Et mes études, ça, ma copine, la vie sociale, donc je devais faire un peu de place, essayer de tomber dans le street workout. Je suis retombé dans la musculation, le running, des trucs comme ça, récupérer un petit peu les trucs que j'avais un peu plus durant mes études et avant d'avoir le street workout. Et ça m'a plu. Je sentais que j'avais un petit vide avec le street workout. Et le fait de revenir à la muscu, de revenir aux bases, le running, un peu natation, entraînement de sprint, un peu être le plus complet possible. Hybrid athlète, tu vois. C'est un peu con comme terme, mais c'est juste être le plus complet possible. Moi, j'adore ça. Et ça me plaisait. Ça, excuse-moi, c'est non, t'as raison, le petit check-up. T'as raison. Du coup, ça me plaisait d'être complet à ce niveau-là. Tu vois, donc j'ai retrouvé goût au sport. Là, on est en 2024, juste comme ça.
J'ai fini mes études il y a 1 an. J'ai commencé du coup officiellement en tant que coach sportif parce qu'avant voilà je coachais des amis, de la famille, des choses comme ça à gauche à droite pour une poignée de pain, mais juste pour me faire la main parce que moi je pars du principe que ok c'est bien la formation universitaire, mais si entre temps j'ai pas bossé un petit peu pratique exactement, bah, je suis juste un mec avec un diplôme qui a vu de l'anatomie, qui a vu de la biomécanique, mais il faut être sur le terrain. Donc je me fais une petite base un petit peu comme ça. J'ai commencé à bosser du coup officiellement en tant que coach dans plusieurs salles de sport octobre-novembre, et là RC. Petit mail de Elio, petite story, je regarde un petit peu ça, je vois le RC. Faut savoir que le RC, je le connais depuis, je pense quasiment la bêta. Je pense vraiment au tout début, je voyais déjà ça d'un œil positif. Et je me dis, putain, ça me chauffe bien de faire ça un jour. Vraiment. Je sens que c'est le truc que je vais kiffer. Des hommes motivés qui sont là, leur but c'est que de monter ensemble, de s'élever, comme tu dis, le mettre dans un chemin ascendant. Mais c'était plus le côté financier. Tu vois, je crois qu'à l'époque, en plus, c'était peut-être 600 000 euros, un truc comme ça. Ouais. Dans les premières fois, c'était 800 000 euros, un truc comme ça. Pas 800 000, hein, les gars. On n'est pas là encore, mais 800/1000. Prochaine édition, 800 000, soyez prêts. Faites péter. Faites briser la carte bleue. Non, voilà, tu vois, j'étais étudiant. J'ai vivais chez mes parents. J'avais pas non plus forcément de rentrée d'argent. Je bossais beaucoup en tant qu'étudiant pour avoir mon argent de poche. Mais j'avais pas à mettre autant d'argent dans un programme, même s'il me plaisait. Là, j'ai commencé à bosser en octobre. Je commençais à me faire, c'était pas mirobolant au début, mais je me disais, ok, bah, c'est le moment. Tu vois, si je le fais pas maintenant, jamais je le ferai. J'étais quand même dans une période de ma vie où tout allait bien. Tu vois, j'étais là, je commençais à bosser, je commençais à faire mon argent. Je me suis toujours levé tôt. Je prenais des bains froids, même des douches froides. Tu vois, l'année d'avant, je faisais 100 bains froids par jour, un bain froid par jour pendant 100 jours. C'est un petit truc que j'avais fait sur Instagram, sur YouTube. Pour me chauffer un petit peu, je me suis acheté un bain froid. Je prenais des bains froids. Genre, comment ça c'était dans ton appart Chez mes parents, dans le jardin, ouais. On a une maison, du coup. C'est genre une espèce de, comme une piscine. Ouais, comme un truc gonflable, tu vois. Un truc large comme ça. J'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu ce truc. Donc, ça, j'en prenais tous les jours, j'aimais bien. Et l'eau, elle reste froide parce que c'est un peu un truc isolant, et puis tu mets de l'eau et des glaçons. Et non, mais les glaçons, c'est un peu une couille, les glaçons. Donc, tu laissais juste à l'extérieur pendant l'hiver. En Belgique, il fait froid. Tu vois, des fois, j'ai eu des -1 degré dans l'eau. Donc, avec des glaçons, tu l'as cassé la glace. J'ai des vidéos de moi où je prends un marteau de mon père et je commence à taper la glace. C'est très, très marrant. Très chaud. Et, dans les glaçons, c'est un peu une douille. Quand tu vois un mec en été, je sais pas, genre il fait chaud là à Barcelone, il prend un bain froid, il met des glaçons, ça baisse genre de 1 degré la température de l'eau. Donc elle passe de 20 à 19. Ouais. Bon, ça fait beau sur Instagram, mais c'est pas le meilleur truc quoi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que j'étais dans un côté dans ma vie où je faisais le nécessaire pour m'améliorer. Je me levais tôt, je bossais, je prenais mes douches froides, je m'étirais, je mangeais bien, donc c'était un moment de ma vie où ça allait. Mais je me suis dit, le RC, même si je connaissais déjà que c'était un tracker, se lever tôt, prendre sa douche froide, faire son lit, des choses comme ça, je me suis dit, ben, j'y suis déjà plus ou moins, mais pourquoi pas passer à l'étape supérieure et me forcer à avoir cette structure et aussi à rencontrer des gars motivés. Parce qu'il y a le côté aussi contenu que t'apportes beaucoup sur les vidéos, il y a le côté rencontrer plein de gars comme moi, entre guillemets, oui et non, parce qu'on est un peu tous différents, mais tous avec cette envie de s'élever. Et pour moi, c'était le truc que j'ai toujours envie de faire et je pouvais maintenant me permettre de le faire. D'autant plus que j'étais au début de ma carrière sportive, coach sportif, pardon, donc j'étais pas non plus full. Je faisais pas des 7h, 21h comme je peux faire des fois aujourd'hui. Là maintenant, ce serait compliqué de rajouter maintenant un RC, en plus on est début septembre, donc c'est compliqué. Mais j'avais du temps pour. Et je me suis dit, bah écoute, let's go, c'est le moment de se lancer. Continue, mec. Mec, moi, je trouve ça trop stylé. En vrai, je pourrais t'écouter parler pendant longtemps, tu t'exprimes super bien, c'est très agréable. C'est gentil. Donc, ok, alors, début RC, novembre, je crois, t'avais ouvert les inscriptions. C'est les meilleurs podcasts où j'ai pas besoin de parler, mais parce que je peux juste me poser, la personne, elle parle, elle raconte une histoire. Toi, t'es derrière la caméra aussi, c'est ça. Mec, je me lève, tu veux t'asseoir à ma place, mec? On met pépès sur la chaise et... Non, donc, je crois que c'était mi-septembre. Mais c'est cool, en plus, ça, je veux dire un truc, rien à voir. Changement de sujet, 100%. Mais tu sais que depuis quelques temps, je suis en train d'essayer de faire un effort pour me tenir plus droit. Ouais. Parce que je remarque, c'est quand je travaille, mec, c'est vrai, je me mets comme ça et tout, et je suis, et en fait, quand je suis au cowork, à Northcon, il y a 2-3 personnes qui se tiennent droit. Et en fait, volontairement, je me mets près des personnes qui se tiennent droit, si je peux m'asseoir. Parce que du coup, dès que je relève les yeux, je le vois être droit, et du coup, je me dis, ça me rappelle de me tenir droit. Et en fait, ce qui est cool avec toi, c'est que, bah, tu te tiens droit, et du coup, ça me rappelle de me tenir droit. Et mec, c'est la première règle. C'est super. Bien sûr, c'est hyper important, mais quand je travaille sur une chaise, c'est peut-être parce que, je sais pas si t'as déjà essayé les ordi, tu sais, qui surélèvent un petit peu, tu sais, c'est des espèces de petits, comme des trépieds pour l'ordinateur. Je sais pas à quel point est-ce que c'est utile ce truc-là, mais c'est peut-être dû au fait que tu vois, mon ordi, il est en bas, l'écran, il est là, et c'est peut-être pour ça que c'est plus simple pour moi d'être comme ça. Même moi, le premier, hein. Quand je dois faire du montage, je suis comme ça, comme un autiste. Un peu, exact. On devrait pas être comme ça. Bref, on se tient droit. Mais du coup, je t'écoute. Mais tu sais que l'histoire du homard de Peterson,
je la raconte à tout le monde. Dès que à mes clients quoi, je parle de ce qui est tenir droit, je leur raconte cette histoire-là parce que c'est tellement visuel, tu vois. Ouais. Et donc non, ça marque, c'est ce genre de choses. Moi, c'est la règle que j'utilise le plus de Peterson. C'est effectivement une règle très importante. C'est marrant, on en parlait avec mon kiné il y a pas longtemps du coup. Je sais plus exactement pourquoi, parce que je lui ai dit, tu vois, moi j'ai l'impression que des fois j'ai mes épaules, tu sais, qui tombent un petit peu en avant, parce que je les pec assez fort. J'ai beau avoir un dos qui est très musclé, tu vois, des fois les gens ils disent oui, mais c'est parce que ton dos il est pas assez musclé. Comme c'est pas le dos, c'est l'arrière, tu vois, c'est la coiffe des rotateurs qui fait ça beaucoup. Ouais, j'ai peut-être l'impression. Bref. Et je lui disais, je lui demandais, tu vois, je lui posais des questions un peu, on parlait de ça. Et il me disait que énormément de personnes, tu vois, ont ce problème de pas se tenir droit. Et je lui ai dit, et je pense que c'est une bonne idée de business pour quelqu'un qui aurait envie de lancer un business, mais en fait, tu fais des t-shirts, où en gros, derrière le t-shirt écrit si je suis pas droit, genre même moi une énorme une claque, tu vois, et genre juste balade dans la rue, n'importe où. Et je pense que bon, faut juste être capable d'encaisser les claques, tu vois, c'est juste ça le truc. Mais je pense que ça peut être le bon rappel, tu vois. Genre, je pense que lui, il réglerait, 99% des personnes qui ont des problèmes de dos en portant un t-shirt comme ça, tu vois, ça fonctionnerait. Bref, si vous lancez un t-shirt comme ça, mettez un petit commentaire, comme ça on... Des royalties à Elio. On surveille un petit peu, ouais, les royalties, c'est très important. Bref, excuse-moi. Non, t'inquiète, c'est aucun problème. Mi-novembre, je crois, tu fermais les inscriptions. J'ai en tête le 18 novembre, c'est possible, un truc comme ça. Mec, alors, j'ai attendu jusqu'au dernier moment. Parce que tous les jours, je voyais les places se vident, et je disais, putain, je le fais pas. C'était au moment où j'ai rajouté des places, où j'ai rouvert une session. Non, la premier drop. Ok. Et je me suis dit, dernier moment, tu sais quoi, fuck it, je lâche l'argent, je le fais, et j'ai essayé de motiver un pote, mais lui, il lançait sa marque de vêtements, donc il n'avait pas trop le temps pour ça. Dédicace Arthur. Mais donc, je me lance, je me dis, ok, let's go, on va le faire. Ça a commencé le 1er janvier. C'était un moment où j'étais en famille dans la maison de mes parents dans le sud de la France. Non, pardon, excuse-moi, je confonds un petit peu. Ça a commencé quand j'étais de retour en Belgique, mais les premières semaines, quand on pouvait déjà avoir nos groupes et qu'on pouvait déjà appeler nos groupes, c'était quand j'étais encore dans le sud de la France. D'accord. Donc je fais ce premier appel avec du coup... En décembre encore, du coup. En décembre, ouais. Je crois que c'était le 27 décembre le premier appel, si je suis bon dans les dates. On appelle ce groupe-là. C'est un peu spécial. Tu vois, t'arrives avec 5 gars que tu connais pas, et c'est un peu en mode, ok les gars, vous êtes là, soyez potes. Ouais, c'est vrai. Les gars, appelez-vous, vous êtes obligés, appelez-vous et faites ça bien. Ouais. Tu vois. Mais il y avait déjà eu, non, il y avait pas encore le début tracker, c'était 1er janvier ça. Mais du coup, il y avait déjà ce truc où, les gars, c'est votre groupe, maintenant appelez-vous, faites connaissance. Ouais, t'as pas le choix, tu dois t'entendre avec eux. T'as pas le choix, c'est ça. C'est vrai. Bon voilà, on s'entend tous plus ou moins bien, mais on s'appelle. Ouais. Et moi, j'étais en mode, je sais que ça va être un peu gênant au début. Tu vois, il y a personne qui se connaît, on va pas se mentir, on va pas commencer à faire, ouais les gars, comment vous allez, super, tu vois, trop bien. C'est 5 gars que tu connais pas, que t'as jamais vu de ta vie. Ouais, bien tu sûr. sais qu'ils sont plus ou moins dans le même mood que toi, mais il faut quand même un peu briser la glace. Ouais. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'être là à attendre, de voir comment ça se passe, qui ose prendre la parole et tout. Donc, je suis le premier à appeler, je crois, ou pour l'instant c'est pas important, mais on appelle. Je suis un des premiers à rejoindre la room et je commence déjà un petit peu à discuter avec la personne. Je sais plus tout qui c'était, dédicace à mes 5 frérots, mais j'ai plus en tête qui était. Au final, on est tous les 6 là. Et j'ai décidé d'être un peu le mec qui va un peu amener la conversation, essayer de poser des questions, essayer de m'intéresser aux gens et de voir un petit peu, ok, les gars, vous faites quoi? Tu t'es montré proactif. Je voulais pas forcément, mais j'ai pas envie de montrer en mode, les gars, c'est moi le chef, c'est moi qui gère tout. Non, mais proactif dans le sens où... Je voulais que ce soit fluide. Et pour ça, faut bien que quelqu'un se lance. Ouais. Tu vois. Et j'avais peur que personne le fasse. C'était plus ça, tu vois. Pas me dire, ok, faut que je sois le gars qui fait ça, mais plus en mode, faut que quelqu'un le fasse, donc autant que ce soit moi. Ouais. Je commence à lancer un peu en question et au final, tout se passe bien, tu vois, très fluide, on discute pendant une demi-heure, 1 heure. Et je me rappelle du coup qu'il y avait 2 gars qui avaient pas encore fait leur max pompe, parce que je sais pas si tu te souviens, mais avant ça, t'avais demandé à ce que chacun fasse un max pompe pour voir un peu le progrès, vu qu'on avait des pompes à faire tous les jours, pour le progrès entre le début et la fin du RC. Et donc, on avait tous fait nos pompes déjà, sauf 2 gars. Et vu que ça se passait bien l'entente, on parlait bien, on rigolait, etc., on s'est même chauffé en mode, ok, les gars, vous l'avez pas fait, go, faites-le maintenant. Et après, on s'est dit, mais non, en fait, on va tous le faire. Et donc au final, après 45 minutes de mecs qui se connaissent pas, qui ont parlé, on est tous là, 6 connards par terre en train de faire des pompes, tout le monde se fout de torse nu, ils commencent à faire des pompes dans la chambre, tu vois. Donc faut pas que les parents y rentrent à ce moment-là, sinon c'est bizarre avec les bruits que ça fait. Mais du coup, il y a 2 gars qui ont fait, on a tous fait notre max pompe, essayer de motiver un petit peu les gars qui l'avaient pas fait, et ça a directement mis un mood en mode, ok, on sait pourquoi on est là. Tu vois, ok, au début on discutait un petit peu, on apprenait à se connaître, mais dès qu'on a eu ce truc de, les gars, venez, on se fout par terre, on fout nos pompes, ça fait un truc très masculin, primaire, tu vois, primal on se pose là, on se fout par terre, on fait nos pompes, et ça a directement un peu plus uni le groupe, je trouve. Donc, c'est pas moi qui ai lancé l'idée, puis je sais plus qui a lancé l'idée, mais c'était une très très bonne idée. On s'est foutu au sol et on a fait nos pompes. Et donc ça a rapproché un petit peu. Et donc, suite à ça, voilà, fin de l'appel, nickel, c'était cool, franchement.
Et le RC, du coup, ça commençait 1er janvier. Si Ouais, je me donc trompe c'est pas, 4 jours c'était un plus tard. lundi 1er janvier. C'est ça. Toi, t'as fait un truc un peu spécial, du coup, ça, je l'ai appris hier. Parce Ouais. que j'étais pas du tout au courant de ça. Vas-y, je te laisse raconter ce... Moi, j'ai toujours eu des défis à la con dans ma vie. J'ai couru un marathon après 3 mois de préparation, j'ai fait 1000 tractions en 3 heures, j'ai fait 3000 pompes en 7 heures, des trucs vraiment de teubé. Et là, je me suis dit, bah, go marquer le coup avec le RC. On avait un groupe WhatsApp, il y avait tout le monde qui était dessus. Et j'ai essayé de lancer un petit peu le truc de me dire, non, on n'avait pas encore le groupe WhatsApp, excuse-moi. C'était sur le groupe de l'application du RC. Ok. Et j'avais lancé un truc en mode, qui est chaud, courir avec moi, 31 km le 31 décembre. Le 31 décembre, j'avais une soirée chez des potes qui habitent très loin de chez moi. J'ai calculé que c'était plus ou moins 35 km. Et donc, j'avais demandé à ma copine de me déposer 4 km plus loin. Et j'ai couru 31 km pour aller à la soirée. Et je me suis dit, bah, c'est un truc de mongol. T'es ce genre de pote. Un truc qui de arrive à la mongol. soirée. Ouais, Ah un bah truc oui, de c'est mongol. normal, il a fait ça. Vraiment, Bah oui, c'est vrai, c'est logique. Et donc, je me suis dit, bah, autant le faire avec des gens, tu vois, se motiver. Donc, j'ai motivé, au final, on était une quinzaine de personnes au final à faire ça. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'il y a même des gars qui pouvaient pas courir parce qu'ils étaient blessés. Donc, ils faisaient des squats, ils faisaient des pompes, ils faisaient des trucs à la place. Donc, c'est trop bien. Et donc, on est là. Et donc, le 31 décembre, on s'appelle sur WhatsApp et on part tous courir comme des Mongols 31 km. Mais du coup, t'as les écouteurs et t'as l'appel WhatsApp dans les écouteurs. Ouais. Bah, au départ, on s'appelle. Ouais. On s'échauffe un petit peu, etc. Après, on raccroche, on court, je sais pas, une demi-heure, puis on se rappelle toutes les 15-20 minutes, une demi-heure, on se rappelle, tu vois. Et genre, quand vous appelez, l'autre, il est en train de courir aussi. Ouais, et... c'est ça. Il y en a un qui fait des pompes, il y en a un qui fait des squats, 4-5 qui courent aussi. Mais c'est des mecs que tu les connaissais pas du tout. Jamais. Genre vraiment, tu connaissais limite même pas les noms parce que tu les avais jamais vus en vrai. Je connaissais leurs noms parce que du coup, ils m'ont envoyé leur numéro pour qu'on fasse un groupe WhatsApp. Ok. Donc j'avais le nom associé à chaque fois au numéro, mais je découvrais leur tête. Tu vois, il y avait Léo, il y avait plein d'autres gars, donc tu vois, c'était hyper motivant, quoi. Trop stylé. Et ça, c'était mon premier truc je suis content, déjà. En fait, moi, je veux faire le reboot camp et avoir fait au moins un truc marquant. Tu vois, et ça, c'est mon truc de me dire, ok, ben, même si le reste du reboot camp, j'ai rien fait de marquant, au moins, le 31 décembre, j'ai réussi à motiver 14 gars à aller courir. Et rien que ça, c'est le truc, ok, ben, j'ai mis ma petite pierre à l'édifice. Tu vois, c'est bon. Limite, je peux m'arrêter là s'il faut. Bon, je me suis pas arrêté là, j'ai fait un peu plus après, mais on en parlera, mais j'étais trop content d'avoir réussi à motiver ces 15 gars et juste pour se pousser et 15 Mongols qui courent 31 km un 31 décembre, tu vois. Très stylé. 31 km, c'est beaucoup, en vrai. Ah oui, bah oui. Parce que là, on jamais couru autant. On parle de marathon, on parle de trucs comme ça, mais 31 km, c'est beaucoup. C'était dur. En plus, il faisait froid en Belgique. J'avais les doigts gelés, j'avais pas pris de gants et tout. C'était vraiment un truc de débile. Mais voilà, ça, c'était le premier truc dont tu voulais parler. Les 31 km du 31 décembre. Et donc, suite à ça, le premier jour du bootcamp, le 1er janvier. Donc j'étais à ma soirée chez mes potes du coup pour le 31 décembre avec Dax qui était là aussi. Et le tout premier truc, c'était se lever à une heure qu'on pouvait choisir. Parce que là, du coup, cette année, on pouvait choisir nos heures. Moi, je m'étais dit, ok, toute ma vie, je me suis levé plus ou moins vers 6h30. Bah, je vais continuer pareil. Tu vois, il y a des fois où je me levais un peu plus tard, un peu plus tôt, mais je vais mettre 6h30, comme ça, je suis sûr au moins de respecter ça. Parce que j'ai pas prévu que le 31 décembre, on allait se coucher à 4h du matin. Et le réveil à 6h30, il a sonné. Et ben moi je me suis pas réveillé. Ah ouais. Je te jure. Je sais pas si tu te rappelles, Dave, il dormait à côté de moi en plus, je me suis pas réveillé genre. Je pense, je sais pas le pourquoi. réveil a sonné mais Mais à mon avis, j'ai dû me réveiller, l'éteindre et me recoucher, mais je m'en suis même pas souvenu tellement 2h30 de sommeil, t'es un zombie, tu vois. Et je me réveille comme une fleur à 8h30. Je regarde là, je fais, ah putain, merde. Et donc, le tout premier truc du tracker, je l'ai pas respecté. Et je dis, les gars, le reboot qui vient de commencer, j'ai déjà raté le premier truc du tracker. Ta première habitude. Ma première habitude, je l'ai raté. Donc, ça commençait déjà avec une mauvaise base, tu vois. Ça, faudra faire attention pour l'édition qui arrive là, parce qu'on a des, je sais pas si je peux spoil le truc, mec, mais on est en train de, faudra éviter. Genre, surtout le premier jour, parce que le premier jour, ça comptera les erreurs compteront un x2 ou un x3. Un peu comme t'as fait en semaine 5 et 6, non? Ou 6, exact, 7, ouais. Exact. Et il y a un autre truc aussi, comment dire, un truc que tu perds si tu fais pas un perfect. Si tu fais un perfect, mais il y a peu de gens qui vont réussir à faire un perfect, mais ceux qui réussiront à faire un perfect au niveau des habitudes, ah ouais, c'est très dur. Mais ceux qui réussissent, ils auront un truc plutôt stylé. Trop bien. J'ai pas envie de spoil. Non, mais ça si tu veux, après, non, je t'en parlerai pas, en fait. Ça tu gardes la surprise. Partie. Ouais, justement, je vais rester silencieux là-dessus. Ça tease un peu. Mais donc voilà, tu vois, premier truc, je le rate. Bon, après, j'ai fait ma douche froide, j'ai fait des trucs assez classiques, comme ça, parce que c'est pas forcément compliqué. Mais le truc de se dire, tu commences le reboot camp avec déjà un échec, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Après, je pense, je me suis quand même bien débrouillé. Le reste de la semaine, j'ai quand même assez bien fait ça. Au final, on peut skip déjà la première semaine, parce qu'il y a rien d'intéressant vraiment à dire. Il y a eu le défi, là. C'était déjà la première semaine, le défi? De la course? C'était dès le premier, hein. Ah on peut en parler après, je parlais du... Toi, t'as commencé un peu en retard. Ça. Donc ouais, effectivement, comme tu dis, première semaine, premier jour, du coup, il y avait une histoire de guerre de section, et le premier défi, c'était, donc la section Aeterna, donc les anciens, avaient couru X kilomètres pendant un mois,
Et ce qu'eux ont fait en un mois, nous on devait faire en 10 jours. Moi, je savais que j'étais C'est vraiment un truc de Gaulmont. C'est un truc de film, mais c'est un truc de Gaulmont. On est vraiment des... Les hommes qui courent et qui font des pompes. T'as une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça. Ma copine, à chaque fois que j'avais un appel avec les gars, ou que je parlais du reboot camp, elle disait, ah, c'est des amis bizarres qui font des pompes. Elle nous appelait comme ça. Les gens bizarres qui font des pompes. Non, elle est comme ça. C'est comme ça que c'est l'image qu'on voit en bas, tu vois. Et donc, le défi, c'était nous de courir, ces X kilomètres en 10 jours. Moi, je savais que j'étais un bon coureur. C'était 2300 et quelques. 700? Il y avait pas un 700? Enfin, soit, c'est pas C'était entre 2 et 3000 kilomètres qu'il fallait courir. Moi, je savais que j'étais un bon coureur. J'avais mon passif d'universitaire sportif. J'avais fait une préparation marathon, donc je savais que j'avais dans les jambes un assez bon niveau de course. J'ai calculé on avait calculé tous ensemble qu'il fallait 3 km par personne et par jour pour atteindre le défi. C'est-à-dire que chaque section devait courir, lui, il faisait partie de la section Chaos. À côté de ça, Chaos. Et à côté de ça, il y avait la section, oh, putain, mec, et à côté de ça, il y avait la section Cosmos. Et en fait, la section Chaos devait courir genre entre, je crois que c'était de genre 2376, un truc dans le genre. Chaos devait courir 2376, pareil pour Cosmos. Et la section je crois si vous réussissiez pas, vous preniez des x3 au purgatoire ou des trucs assez hardcore. Et tous les kilomètres que vous faisiez en plus, Aeternat devait les courir. Exact. En fait, ils étaient renvoyés, doublés, ils étaient triplés ou doublés et renvoyés à la section des anciens. Et du coup, c'est comme ça que moi je me suis blessé au genou. Parce que t'as couru aussi du coup? Ouais, bah ouais, forcément. Moi, j'étais à l'Aeternat, mec. Même dans le mois avant, t'avais couru aussi? Non, moi je faisais pas partie de ceux qui avaient couru pour vous envoyer le défi. Mais pendant le bootcamp, ensuite, je me suis fait enculer, mec, et je me suis blessé au genou parce que j'ai... Ah merde, non, pardon. Ouais, c'était assez hardcore. Mais du coup, dans le cadre de ce défi-là, il y avait aussi des badges qu'on pouvait gagner. Peut-être que t'as envie d'expliquer parce que du coup, c'est une histoire. Ouais, exactement. Mais du coup, pour reprendre, donc, depuis le début, on a calculé qu'il fallait 3 km par personne et par jour pour atteindre le défi. Vu qu'on avait 10 jours, je fais pas les calculs, mais c'était plus ou moins ça. Je me suis dit, moi, je suis un bon coureur, je sais que je peux assumer plus, donc je vais faire 6 km par jour pour, contrebalancer les mecs qui courent pas, parce que, on est 70 dans la session, 72, je crois. Il y en a d'office dès qu'ils vont pas courir parce que ils s'en foutent de la guerre, ils sont pas dedans, c'est pas grave. C'est facultatif, c'est ça le truc qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas obligatoire de faire la guerre, il y en a qui ont pas le temps. Ouais. C'est juste un défi supplémentaire organisé c'est une quête secondaire pour ceux qui ont envie de connecter avec mais moi je suis hyper compétiteur, donc il y a pas de quête secondaire, c'est toutes les quêtes principales. OK, yes. Yes. Et donc je me suis dit je vais faire 6 km comme ça s'il y en a je sais pas 25 qui courent pas, je peux contrebalancer peut-être. Et si d'autres personnes font ça, ça contrebalance. Mais sauf que du coup la veille, j'ai couru 31 km. Le lendemain, 1er janvier, je vois ce défi qui saute. Je me dis, oh merde, j'ai 35 km dans les pattes, je suis défoncé, j'ai dormi 4 heures, c'est horrible. Ouais. Je vais me reposer le 1er janvier et j'attaque bien le deuxième, tu vois. Donc deuxième, janvier 2, 3, 4, 5, 6, 7, je sais pas quoi, la première semaine, je cours mes 6, des fois 10, 12 km par jour. Vraiment tranquille, je sais que c'est un truc que je peux assumer sans me blesser, sans aucun souci. Et là, après quelques jours, il y avait un groupe Strava où on mettait nos races dedans. Je vois que dans le groupe Strava, il y a un... Attends. Alors, avant ça, t'avais déjà vu plus ou moins le classement des coureurs? Parce que moi, je sais que je le partageais, je sais plus si je le partageais tous les jours. Au début, je partageais pas, je pense. Les premiers jours, il y avait pas ça. C'est arrivé à partir, parce que c'était 10 jours, hein. Le défi durait 10 jours, mais je me souviens avoir fait plusieurs partages. Ouais, t'en as fait. C'était sur les derniers jours, je crois que je partageais sur les 5 derniers jours, un truc dans le genre. Ok. Mais peut-être j'ai un peu allongé, mais genre 3-4 jours où je cours du coup mais entre 6 et 10 km par jour, vraiment tranquille pour me dire ok je fais ma partie du travail, je suis content, je fais mon taf quand les gens sont contents de moi. Et puis là je vois du coup sur Strava qu'il y a un putain de classement. Et là j'ai brillé. Là je me suis dit ok, il y a un classement, je suis pas hyper lent parce que j'ai quand même beaucoup couru tu vois, mais et je vois 2-3 gars qui sont devant moi, j'étais genre 4e ou 5e, je me dis c'est impossible que je termine pas les 10 jours premiers. Et là il y a un truc qui a vrillé dans mon cerveau et j'ai commencé à partir en cacahuète au niveau de la course. Du coup, j'étais coach sportif, je travaillais en salle de sport, et comme je disais, j'étais au début de ma carrière, donc j'avais pas forcément beaucoup de clients, j'avais peut-être 2-3 clients par jour, et des fois j'avais 2 heures entre chaque client. En salle de sport, t'as accès à un tapis. Et du coup, entre chaque client, je foutais mes baskets, j'allais courir 2 heures, vraiment un rythme tranquille, 10 km/h. Bon, ça peut paraître beaucoup pour des gens, mais pour moi, c'est assez tranquille. Donc, 10 km/h, tranquille sur tapis, je mettais une série, je mettais une vidéo, et je courais comme ça, des kilomètres et des kilomètres par jour. Il y a même 2 jours où j'ai été au travail, aller-retour en courant. Ça, c'était 16 km aller, 16 km retour. Donc, j'ai accumulé les kilomètres. Il y a un jour où, du coup, je suis allé au travail en courant. Rentrer en courant, ça faisait du coup 32 km. Et je me suis dit, je vais courir 10 km de plus dans la journée pour avoir fait un marathon sur la journée. Ouais. Et le lendemain, du coup, c'était le vendredi, le tout dernier jour, je me suis dit, je vais marquer le coup, je vais faire mon premier ultramarathon. Et du coup, là, comme un mongol. C'est combien un ultramarathon? C'est plus qu'un marathon. Donc, dès que t'as dépassé 42 km, c'est un ultramarathon. Bon, les puristes diront que, je sais pas, 45, c'est pas assez. Mais théoriquement, dès que tu fais plus de 42 km, c'est un ultramarathon, tu vois. Et là, comme un mongol, je me suis dit, je vais trouver une route de 2,2 km, je vais la faire 22 fois. Tu
tu vois, le niveau d'autisme que ça crée, le reboot camp. Et donc j'ai trouvé, en plus c'était en hiver, en Belgique, il y avait de la neige et tout, c'était Ah, mais je me souviens, j'ai vu les vidéos parce que Ouais. pendant tout ce temps, un truc qu'il faut comprendre, c'est que t'envoyais des vidéos sur le groupe, Ouais. du coup, sur le groupe de ta camp. section, Ouais. pas de tout le reboot camp, donc pour motiver les mecs de ta section, Ouais. parce que les deux sections, vous étiez comment on dit, au coude à coude. Coude à coude, ouais. Vous étiez, chaque jour, moi, je partageais les résultats, je disais, bon, bah, la section Chaos, elle est à 2100, Cosmos, ils sont à 2200, et à côté de ça, il y avait en plus des élus, chaque jour, je sais pas si tu te souviens Oui. de cette histoire. Avec Lucas. Par exemple, t'avais un mec qui le était en crack. béquille, Incroyable. un mec qui était en béquille et qui, malgré Lucas, le fait qu'il beau était en gosse. béquille, bah, il sortait Il marchait. faire des kilomètres en béquille. Un malade. Et du coup, on a vu ça et puis on a dit, bon, bah, mec, pour le respect, enfin, Ouais. pour le féliciter comment dire, du mindset, on a dit, bah, en fait, tous les kilomètres que tu fais en béquille, ils comptent x2. Donc, en fait, à partir de ce moment-là, il s'était l'élu. Et donc, il savait qu'il avait une grosse responsabilité. Ouais. Donc, il défonçait, il tournait autour de sa maison en Ouais. béquille, on voyait les runs sur Strava. C'est mec. un malade. Gros respect. Franchement, Lucas. C'est lui qui avait un chat ou pas? Ou non, c'était Un Léo, chat je crois que c'est un autre qui avait Léo. Qui est était sorti l'élu avec une fois son aussi, chat ouais. ou un truc dans le genre, je sais plus. Il a été élu, je crois, aussi une fois, Léo, chez Cosmos. Mais je crois qu'il y avait, ouais, exactement. Bref. Ouais. Mais du coup, j'ai envoyé des vidéos pour essayer de motiver un petit peu des gens. Bah, je t'en ai parlé en plus hier. Une fois, j'étais parti courir dans la neige et je m'écoute des livres audio pendant que je cours. Et là, j'écoutais L'Art de la guerre. Et du coup, il parle de placer ses troupes par rapport à l'ennemi sur les collines, les trucs machin. Tu vois, là, je me suis dit, putain, faut trop que je fasse ça pour le reboot camp, faut que je fasse une guerre, etc. Donc après, j'ai envoyé des vidéos. Les gars, on va faire une stratégie. On va pas poster nos runs. Mercredi soir, 21h, on poste tout. Et du coup, on a tout balancé à 21h. Et ça a marché, hein, parce que Cosmos, ils ont vu qu'ils prenaient de l'avance, donc ils ont un peu levé le pied. Ouais, parce c'est que vous avez ça. pas posté pendant 2 jours. Et ensuite, 2 jours plus tard, vous avez remonté. Je C'est sais ça. pas si je crois que vous les avez tout juste pas dépassés. Mais c'est là où, du coup, c'est On a close the gap, très ouais. tendu sur la fin. Ouais. Voilà, donc je faisais des stratégies de mongol dans ma tête tout seul, mais c'était très marrant. C'est ce que racontait Kev. On a fait une vidéo, je sais pas si tu l'as vu, j'ai publié genre 3-4 jours une vidéo sur la chaîne du RC. Non, j'ai pas vu Où en encore. gros, on était dans une. J'ai passé un petit week-end avec du coup Kevin qui était dans ton groupe, Ouais. mais aussi Arthur, Brieux et Arthur, David. on va en parler d'Arthur. Et du coup Arthur, bah là on va arriver sur Arthur, mais du coup Kevin nous racontait, enfin il racontait à Arthur parce que pendant qu'on était du coup cette semaine dans le chalet, bah en fait Arthur posait des questions sur toi à Kevin. Il disait mais du coup Brieux il l'a vécu comment et tout ce truc et tout parce que Arthur ça tu le Renaud, pas vrai. non ouais j'ai dit quoi T'as dit Brieux. Ah, j'ai dit Brieux Ouais. Non, excuse, pardon, désolé. C'est que tu ressembles un petit peu à Brieux. Mais en gros, Arthur posait des questions sur toi, et parce que lui, il pensait régulièrement à toi. Il disait, mais ce fou furieux, en fait... Moi, tous les jours, je pensais à lui. Ouais, bah, apparemment, vous vous parliez même pas. Non. Donc, juste explique le premier moment où tu vois Arthur. C'était... En fait, au début, pendant un moment, les top 3 étaient variés beaucoup. Ok, Et après, les 3-4 derniers jours, là, je voyais qu'il y avait Arthur et moi. ok. Les deux en avant. Donc Arthur, un mec complètement fou qui court énormément. Mec, il a du sang togolais entier. Ouais. Donc, en fait, il est taillé pour la course. Il est Et ce fait mec, pour. c'est un nazi, mec, genre tous les jours, parce que pour avoir passé une semaine avec lui, il se fait des massages avec des boules de massage. Il a des outils de massage différents pour chaque muscle de sa jambe. Vraiment, il est full opti. Un athlète de fou. Full opti. Gros Ouais, c'est un respect, malade Arthur, mental, mec. vraiment. Et du coup, Arthur, je voyais ce gars-là. Et je vois qu'il court, je sais pas, aussi des dizaines de kilomètres par jour comme moi, quoi. Et je me dis, mais ce mec est complètement taré. Genre, moi, j'ai l'impression de me pousser mon corps à 200%, d'aller au plus loin que je pouvais. Je boitais tous les jours parce que je poussais mon corps au max. Ouais. Mes parents, ma copine, ils me prenaient pour un taré d'aller au travail en courant, etc., de courir même encore au travail. Et je voyais ce mec-là, je me dis, mais comment un mec peut courir plus que moi actuellement? Genre, c'est pas possible. Et du coup, j'ai essayé de marquer le coup en faisant du coup un 50 km les derniers jours. Ça a pas suffi parce que du coup, Arthur m'a battu. Et il y avait ce côté tous les jours, ok, je suis devant. Et le soir, il reposte. Putain, merde, il est devant. Faut que demain, je fasse encore plus, tu vois. Et donc, je pense qu'on a couru, je sais pas, 250 km sur les 10 jours, un truc comme ça. Donc, un truc d'abruti Ouais, mental. vous avez fait, lui, il a fait 288 km Ouais. en 10 jours. Donc, une moyenne de 28 km par jour. Et toi, t'avais fait genre 270, 270 pardon, pardon. ou par là. Ouais, il m'a battu de 12, je crois, un truc comme ça, 12 km. Il y avait aussi une histoire de médaille, du coup, un badge. Ouais. Parce que celui qui courait le plus Mais de ça, je savais pas, kilomètres moi. pendant tout le RC. Ah, pendant Non. tout le truc, tu savais pas? Non, juste je courais. Je savais pas. Je faisais Parce pas que ça pour lui le badge. savait. Lui savait. Moi, je faisais ça que pour être premier. Je savais pas qu'il y avait un badge. En fait, du coup, l'idée, c'était que celui qui courait le plus de kilomètres de tout le RC, en fait, il gagnait une immunité et il était invité au RC suivant. RC, ouais. Et du coup, Arthur a gagné cette Ouais. immunité. Et donc, toi, tu t'es rabattu sur un autre truc. Ouais, ça en Ouais, parlera vas-y, juste on après. continue à parler. Mais du coup, pour parler un peu d'Arthur, parce que du coup, c'est un malade mental. Du coup, il y avait ce côté, lui premier, moi premier, on se dépassait tout le temps, c'était un peu la guerre. Mais moi, j'étais en mode, moi, je suis une fixette sur ce gars. Tous les jours, c'est ma target, je suis en mode, faut absolument que je le batte, faut absolument que je le batte. J'ai une vidéo, je te montrerai après, si tu me fais penser, où je me vlog en train de disant, je sais même pas si Arthur, tu sais que je suis en train d'essayer de te battre et tout. Moi, je suis là, je me fais un film dans ma tête tout seul. Je trouve que t'en as rien à foutre de moi, tu sais même pas qui je suis. Et en fait,
on s'est appelé du coup après le RC, après le défi, pardon, et on a tous les deux pété de rire en mode, mais gars, on se parlait pas, mais en fait, on était tous les deux dans le même truc en mode film, essayer de battre l'autre, etc. C'était hyper marrant. On allait chacun de notre côté, en mode, ouais, lui, il faut que je le batte. Et on se parlait pas. Il y avait pas de discussion, quoi, en mode, ouais, machin. On était juste chacun de notre côté, hyper focus, à vouloir battre l'autre, sans savoir si l'autre pensait à nous, tu vois. Moi, à un moment, je me disais, je trouve que c'est juste un mec complètement taré, qui court en s'en foutant de voir combien je cours moi, tu vois. Ouais. Je me suis pas posé la question de je me suis pas dit, c'est sûr qu'il pense à moi, tu vois. Mec, tu me fais penser à cette histoire, je sais pas si t'as déjà vu, j'ai vu ça, c'est un Reels, donc je sais pas exactement ce que ça vaut, mais il y a genre une race de cheval qui est capable de tirer genre 700 kilos. Et en fait, quand tu mets 2 de ces chevaux l'un à côté de l'autre, en fait, ils tirent pas 1400 kilos, encore plus, mais ils tirent genre 3000 kilos, tu vois, genre vraiment 2 fois plus. Parce qu'en fait, quand ils sont les deux l'un à côté de l'autre, en fait, les deux, ils ont envie d'être parce qu'ils sont un peu dominants, ils ont envie d'être celui qui est devant, et en fait, ça double leur force aux deux. Et en vrai, Arthur, il aurait jamais couru ça sans toi. Genre, Arthur, vraiment, lui, ce qu'il me disait, c'était qu'au début, il courait genre normal, et à partir de 3-4 jours, il a vu que t'as commencé à augmenter les kilomètres, et que là, il s'est dit, putain, en fait, il faut que je bombarde, parce que ce fou furieux, il est en train de me rattraper. Et lui, il avait une stratégie. Alors toi, t'avais eu la stratégie de ne pas poster pendant un certain temps et ainsi de suite pour le choquer émotionnellement. Je sais pas exactement ce que c'était le plan. Mais lui, ce qu'il disait, c'était je dois poster tous les jours pour le détruire mentalement. Et ce que tu viens de dire maintenant, quand tu disais tu terminais ta course et le soir tu voyais que lui, bam, il rajoutait un 30 km ou qu'il avait tapé un marathon. Mais en fait, c'est exactement ce que lui, il essayait de faire. Il voulait te détruire psychologiquement. Mais ça me motivait. Ça me motivait. C'est ça le problème. Ouais, c'est vrai. Je me dis, putain, mais il est complètement taré, ce mec. Et du coup, je me disais, maintenant, faut que je cours encore plus. Et du coup, je finis par un 50 km après avoir fait des centaines de kilomètres dans les jambes. Donc ça m'a détruit. Genre les genoux en feu, les tibias en feu, horrible. Et je me rappelle très bien, en plus, les 50 km, c'était un vendredi. Le samedi, j'avais du coup un cours collectif que je tenais dans une salle de course à pied. Alors j'étais explosé. Mais après, c'est un rythme très lent. Tu vois, c'est des gens qui sont débutants. Donc vraiment lentement, on a couru 5 km très lentement. Okay. Mais c'est une des plus grosses douleurs que j'ai eu de ma vie. Genre, j'étais faible. Genre, je n'en pouvais plus. Mais fallait que j'assume mon rôle de coach, tu vois. Donc j'étais courir avec les gens, mais je devais faire poker face, tu vois. J'avais le tibia en feu, les genoux en feu. J'étais là. Putain, incroyable. Mais donc voilà, pour finir, Arthur, 1000 respects, un malade mental, on s'est appelé juste après, on a pété de rire en comprenant qu'on était tous les deux dans le même mindset. En plus, il est comme moi, c'est un fan de Goggins, donc on a un peu la même mentalité. Ok, bon bah forcément. Donc voilà. Forcément, mec. Goggins versus Goggins. Mais donc voilà, finalité, c'est qu'il a gagné, grand respect à lui. On s'est revu après ici à Barcelone, c'est un gars en or, gros respect à lui. Du coup, comme je te disais, Arthur, il m'a écrit ce matin parce qu'il savait que t'allais venir ici. Et il m'a envoyé un message exprès pour toi, donc on va pouvoir l'écouter en direct. Je l'ai pas encore écouté, donc j'espère qu'il va rester politiquement correct pour le podcast. Salut Renaud, comment tu vas? Bah écoute, j'avais pas mal de questions, mais je pense que tu as eu le temps de répondre à toutes tes questions d'Elio et surtout d'exprimer ce par quoi tu es passé pendant cette compète, ce challenge, en tout cas ce challenge. Et je voulais te remercier. Sincèrement, je pense que on s'est déjà remercié, mais je te remercie encore une fois parce que on s'est poussé vraiment jusqu'au bout. On a découvert des états, un mode Goggins, et vraiment. Je te remercie vraiment pour ça parce que ça a été vraiment gratifiant. On s'est poussé vraiment jusqu'au bout et pour la petite anecdote, le dernier soir, je pensais avoir perdu parce que j'avais fait un calcul de zinzin avec tes stats et je pensais que tu avais fait 300 bornes. J'étais devenu parano, donc ouais, ça a été vraiment un honneur et franchement hâte de faire quelques compètes. Pour le moment, je suis en mode repos, mais ouais, ce sera un grand plaisir en tout cas de faire des compétitions avec toi. En duo, l'un contre l'autre. Faut savoir que le mode repos d'Arthur, c'est 15 km par jour. Ah oui, alors c'est vrai, très important de le dire, parce que c'est vrai qu'il était en repos quand on était là cette semaine au chalet, et puis il fait entre 8 et 10 minimum, tous les matins, et ouais. Non, et il se lève à 5 heures pour mais tu vois, ce vocal, ça prouve encore une fois à quel point il est humble et gentil, tu vois. Il retrouve de la gratification de cette guerre et c'est tout ce que je ressors aussi, tu vois. Ouais. D'avoir réussi à trouver un gars aussi taré pour pouvoir me pousser moi au-delà de mes capacités. Je pense qu'il y a personne d'autre dans le reboot camp ou ailleurs qui aurait pu me motiver autant à me surpasser, quoi. Ouais, Arthur, c'est un personnage, mec. C'est un malade. En vrai, il est tellement impressionnant parce que
je pense que ça s'entend sur le vocal. C'est peut-être le côté antillais, j'allais dire. Mais c'est un mec qui est tellement calme. Ouais. Genre de sa façon d'être, il est vraiment tellement pisse. Et en fait, d'imaginer genre le monstre d'athlète que c'est derrière avec genre ce côté hyper calme, ça crée un contraste en fait. Mais je pense que c'est ça qui l'aide aussi. Tu vois, je vais pas parler pour lui, mais je pense que le fait d'avoir un mindset calme comme ça et posé, ça peut le permettre de, sur les longues distances, de rester calme, focus, pas partir à gauche à droite et gérer son effort. Tu vois. Focaliser toute l'énergie sur les jambes. C'est ça. C'est peut-être ça, mec. Hein. Vider la tête et y aller. Mais en tout cas, Arthur, je te le dis droit dans les yeux, je regarde la caméra. Merci frérot. Comme même chose que toi, t'as dit, on s'est surpassé, on s'est développé ensemble. Et sans toi, j'aurais jamais pu faire autant. Alors un grand merci. Et ce que t'as dit, petite compétition ensemble, avec grand plaisir. On se fait un marathon, un truc comme ça, quand tu veux. Bon, moi du coup, ça aura été, comment dire, une mauvaise nouvelle pour moi. Disons que Arthur t'es battu sur la course, parce que vu que t'as perdu sur la course, tu t'es rabattu sur un autre défi. Faut savoir que pendant le Reboot Camp, il y avait des immunités qu'on pouvait gagner avec à travers des badges. Donc celui qui avait le record en gainage, le record en chaise, le record en traction, le record en burpees et en course. Ouais. Et j'étais le... Pompe aussi, ouais. Exact. Et j'étais le membre du Reboot Camp avec le record de traction. Et en fait, Renaud, du coup, il perd de justesse la course. Donc il se dit, faut que je me rabatte sur autre chose. Et je me souviens que tu m'as envoyé un message, on était du coup mi-janvier. Et tu me dis, Elio, je viens te chercher sur les tractions. Et moi, je te trash talk, tu vois, je te dis, ouais, t'as aucune chance et tout. Et en fait. Faut qu'on trouve les vocaux. Franchement, c'était pas des vocaux, c'était des. Non, tu m'envoies des vocaux, je crois, à un moment. En mode, dépêche-toi parce que je te laisserai pas gagner ou des trucs comme ça. Ah, c'est possible sur que Insta, par la suite, ensuite, on soit rentré en. Ouais. Bon, au début, en tout cas, les premiers messages, je me souviens, c'était sur Mighty Network, sur la plateforme. Tu m'envoyais ça. Et j'étais là, mec, jamais de la vie. Franchement, je pensais pas que quelqu'un pouvait me détrôner notre action. Peut-être que mon orgueil m'a... Comment dire ? En fait, j'avais tellement confiance, je pensais tellement être tellement au-dessus de tout le monde sur les tractions que je me suis dit, vas-y, j'ai 36 tractions propres, je crois que c'était 36 ou... 36 tractions clean, franchement, je vois pas un mec faire plus que ça. Et en fait, vous êtes 3 à m'avoir dépassé. Il y a eu toi, Thomas Cross... non, Thomas Cross. Ah, alors peut-être que... Je pense à un autre Thomas. Ok. J'ai Thomas M en tête, mais soit Thomas. Ok, toi, Thomas et Rudy. Rudy aussi, ouais. Et les 3, vous avez fait, sauf erreur, au-dessus de 40 ou au-dessus de 39? Thomas, il avait fait 43, je crois, mais les formes n'ont pas été validées par tout le monde. Enfin, on en reparlera à la fin, mais il y a eu un vote à la fin. Et Rudy en a fait 38, c'est possible, je sais plus. Bref, c'est là que je me suis rendu compte qu'on commence à avoir des athlètes de très très haut niveau, entre des mecs qui nous tiennent des chaises pendant 45 minutes ou du gainage pendant 1h30. Encore pire. Et des mecs qui commencent à me battre aux tractions. Là, je me dis, mec, en vrai, faut que... Pour ça que je vais limiter les places cette année. Ouais. Parce que j'ai pas envie... Moi, mon but déjà, ça va être de récupérer mon badge de traction. J'attends. Et d'ailleurs, on a fait... t'attends, frérot, là, en attendant, il y a quelques heures, on a fait un max traction. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Bon, on a fait un max traction il y a 1h30, il m'a battu. Et bien, mais c'est pas grave, je suis pas entraîné. Là, je suis en mode vacances. Là, je suis à Barcelone, je suis vacances. Attends, janvier. Mais donc voilà, traction. Mais en fait, c'est marrant que tu dises que je me suis rabattu là-dessus. Je me suis pas rabattu là-dessus. Même si j'avais gagné la course, j'aurais quand même fait ça. Parce que le traction, voulu choper le badge. Ouais, d'office. Les tractions, c'est. Mais en fait, non, parce que le badge course, je le connaissais pas. Tu vois, le badge, je voulais juste gagner pour gagner. Je savais pas qu'il y avait un badge à gagner. Okay. Mais dès le début, quand il y a eu les boss, t'étais un des boss qui sont partis. Je me suis dit, moi, le boss que je vais avoir, c'est les tractions. Parce que les pompes, je sais que c'est pas mon point fort, tout le reste non plus, mais les tractions, je sais que je suis fort. T'es fort sur la tirée aussi, généralement. Ouais, je suis très fort en tirage. Comme je dis, j'ai eu le front lever en un mois, j'avais fait 1000 pompes en 3 heures, donc je sais que, 1000 tractions, pardon, en 3 heures. Donc je sais que les tractions, c'est mon truc. Et j'ai toujours été fort en tirage, donc aucun souci à ce niveau-là. 36, ça me paraissait pas inatteignable. J'avais testé un max au début du RC, c'était genre à 30. Donc pas ouf. Mais c'est pour ça, justement, que moi, je me suis dit, c'est bon, ils vont pas me battre. Parce que je voyais les mecs faire des tentatives. Et ils arrivaient à 30 et je me suis dit, mais mec, pour qu'ils rajoutent 10 tractions dessus. Et je pensais que 30 c'était votre... mais bref. Mais voilà, donc à la finalité, je me suis entraîné. Je me souviens, je postais plein de vidéos, genre en mode, j'avais fait, je sais pas, 32, 36, 38. Et à chaque fois, Atis, il me disait, non, ça va pas. Une fois c'est le coude, une fois c'est le menton, une fois c'est des trucs comme ça. Et donc j'étais là en mode, ok, c'est pas grave, je progresse. Ma forme n'est pas encore bien, mais petit à petit, je vais y arriver, tu vois. Je m'entraîne. Un jour, je me lève. Je crois que c'était le dernier jour, je crois que c'était genre le 31 mars, on avait jusqu'au... En fait, c'était après le RC. Donc, t'as le RC qui a duré 4-5 semaines. Et après, on avait jusqu'au 31 mars pour valider le défi. Donc, on pouvait faire partie des boss
des mois plus tard. Mhm. Parce que moi, en un mois, j'aurais pas réussi, tu vois. Et donc, je me suis entraîné pour pouvoir le 31 mars, justement, ou peut-être 2 jours avant, essayer de te battre. Et là, j'arrive, je tape 42 tractions. Ceux qui sont restés, ils ont vu la vidéo. Bon, la barre, elle bouge un peu, donc moi, je pense que ça m'a un petit peu aidé. Mais soit j'arrive à faire mes 42 tractions, une assez bonne forme, je trouve, sachant qu'en fait, moi, je joue toujours dans les règles. Les règles, c'était tendre les coudes, menton au-dessus de la barre. Mhm. Donc le reste, on s'en fout. Mhm. Tu vois, donc j'ai joué dans les règles, j'ai fait 42 tractions. Il y avait Thomas qui en a fait 43 et Rudy qui en a fait 38, si je dis pas de bêtises. On pourra me corriger si jamais c'est d'autres chiffres. Mais du coup, il y avait ces 3 gars-là qui, en même temps, moi et d'autres gars, ont posté plus de tractions que toi. Donc, ils méritaient le badge. Et du coup, il y avait ce débat de ok, Renaud, il fait peut-être pas très bien la forme. Ok, Thomas, il met peut-être pas assez le menton aussi haut. Et Rudy, je sais plus c'était quoi qu'on Il avait le moins de reps, je crois. Il avait moins de reps aussi. Je crois que c'était Thomas qui avait le moins de reps et Rudy. Moi, je crois que Thomas avait plus. Je crois que Thomas, il avait 43. Ok. J'ai en tête, mais je peux me tromper. Ok. Et du coup, t'avais lancé un sondage par rapport à ça sur le groupe, où ça essayait de, t'envoyais les 3 vidéos, tu disais, ok, les gars, c'est serré, votez pour le meilleur. Moi, évidemment, j'ai envoyé à tous mes KO, genre, les gars, allez voter pour moi, machin, allez voter en masse, je les spammais avec ça, je leur cassais les pieds avec ça tous les jours. Au final, je crois que j'ai gagné de quelques petits votes d'avance, un truc comme ça, mais je suis content parce que... T'as eu la section chaos derrière toi, mec. Et en vrai, à mon avis, c'était normal qu'ils avaient envie de te soutenir parce que, bah, tu les as tirés vers le haut, tu vois. Pendant le défi de la course, tu postais les vidéos de nouveau où tu les chauffais, elles sont trop stylées, hein, tes vidéos. Ouais, j'essaye. C'était vraiment, vraiment trop cool, mec. Si on voyait, t'étais sous la neige, on entendait, c'était Pâques, tes chaussures, elles étaient complètement mouillées, tu sais, c'était genre, tu sais, tu courais comme ça, Oui. et tu disais, oh, les gars, J'ai fait une je vidéo. fais 50 km, je rentre du taf, là, et tout, genre, vraiment, le mec. Oui, je disais, les gars, bougez-vous le cul, il y en a qui n'ont pas encore couru un seul kilomètre. Moi, je suis là, je rentre du taf sous la neige, je suis en train de courir et tout. Donc, Ouais. essayer un petit peu de motiver les gens, tu vois. Ouais. Pareil, je me disais, ben, il y a personne qui prend les devants, donc faut peut-être être le gars qui arrive à motiver les gens. Si j'arrive à faire en sorte que 2 personnes aujourd'hui vont aller courir grâce à la vidéo, ben, ça fera des kilomètres en plus et on avancera vers l'objectif. Tu vois, c'était toujours ce truc de communauté, d'avoir pouvoir essayer de guider les gens vers s'améliorer. C'est tout vrai. ce truc-là. C'est vrai. Donc voilà. Et donc là, badge traction réussi, hyper content. Mais ça, c'était longtemps après. C'était du coup en mars, quoi. Et donc Ouais. c'était un petit peu pour moi l'objectif final du reboot camp. Et du coup, tu me réinvites l'année qui vient. J'aurais quand même participé à l'année qui vient, mais je me suis dit, là, je l'ai mérité. Ça, j'ai Tu vois. kiffé quand tu l'as dit, mec. Quand je t'ai dit, bah, mec, du coup, t'es réinvité, et toi, tu vois, j'aurais payé ma place de toute façon, mec. Je fais, ok, Ouais. mérite. Par contre, t'inquiète, l'année suivante, tu vas devoir la payer, mec. Parce que, non, mais parce que c'est hors de question. C'est hors de question cette fois-ci, c'est un point d'honneur. En plus, si on Moi, si je je le vais, dis je maintenant vais dans ce te podcast, débrouiller les 5 prochaines années. Je serai à chaque fois le boss de traction. impossible. Je te jure que si. Tout comme toi, t'as eu besoin d'Arthur pour. Pour être, ouais, Pour te il dépasser. faut un ennemi pour se Moi, il me simuler comme faut, ça, il me faut quelqu'un aussi. Ouais. Et en vrai, je sais pas si Thomas et Rudy vont reparticiper, mais eux aussi, c'est des sérieux compétiteurs. Ah, il ils faudra sont faire très attention à chauds. eux. Thomas, c'est pas un lightweight, hein. Mais justement, Il est Thomas, extrêmement moi, lourd. Thomas, il m'a bluffé. Ah ouais. Vraiment, c'était très impressionnant. Mais je pense qu'en termes de compétences athlétiques, d'ailleurs, il y a d'autres mecs qui m'ont parlé de toi. Je pense que t'es l'athlète le plus complet que j'ai pu voir passer dans le reboot. Mais ce que je disais, j'ai essayé, moi, de par ma pratique quotidienne, d'être bon en nage, en course, en muscu, en street, freestyle, un peu de tout, tu vois. Ouais, mais moi, c'est ça qui m'avait choqué. C'est que de voir des vidéos de toi qui faisaient du freestyle, mais à côté de ça, t'es capable d'envoyer des 50 km par jour, d'envoyer une endurance musculaire de battre en traction. Et, t'avais tellement de domaines dans lesquels t'étais bon, et je trouvais ça, je trouve ça hyper impressionnant, mec. Énormément de merci. respect pour ça, mec. Vraiment. Est-ce qu'on passe sur le rassemblement? Je te pense qu'on a fait- laisse enchaîner. En tout Peut-être je vais mettre la caméra sur pause, juste histoire de changer de la batterie Vas-y. et de la mettre un peu au frigo. Comme Vas-y. ça, on n'a pas de surchauffe et on repart sur le Comme ça, rassemblement. je peux aller pisser, c'est parfait. Parfait. Donc, on reprend sur la fin du RC et un truc que j'attendais beaucoup, le rassemblement du coup à Barcelone. J'avais déjà vu les vidéos que tu avais fait l'année d'avant, le truc dans la lutte dans le sable, etc. C'était animal comme vidéo, Ouais. et ça me donne envie de participer à ce truc-là. Et j'avais hâte d'y participer. J'ai même pas pris juste les 2-3 jours, j'ai pris genre, je crois, 5-6 jours pour venir à Barcelone, pour venir un peu à l'avance, rencontrer un petit peu les gars, profiter de ce parc de street légendaire que j'ai déjà vu plein de fois en vidéo et j'ai toujours voulu, de par mon côté freestyler, faire du freestyle dessus. On arrive 2-3 jours avant, on arrive jeudi, je crois, avec des gars, du coup, dans le Airbnb, il y avait que Nikita de mon groupe, donc tous les autres gars, je les connaissais pas, que des bons gars, Ruben, Matt, plein de gens, trop C'était bien. des mecs de la Eterna ou des mecs de la Chaos? Des mecs de la ou- KO et du Cosmos. Ah, il y avait des mecs. Non, à la base, je voulais faire j'avais demandé, venez, on se fait un Airbnb full chaos, avec genre 7-8 personnes. Au final, on était que du chaos, mais il y a un gars, Flo, qui a eu un problème de famille, qui va pas pu venir malheureusement, et qui a donné sa place à Alex, un gars du coup du Cosmos.
Et du coup, c'était le truc un petit peu genre, ouais, tu vois, l'infiltré. Et on l'a beaucoup taquiné avec ça. Au final, c'est un gars super. Et au final, Chaos Cosmos, on s'en fout. Mais quand il est arrivé, c'était un petit peu l'ennemi, mec. Ouais, comment on dit, le mouton noir, tu vois. Ok. Un peu le mec qu'on pointe du doigt. Ouais, t'es là, t'es avec le Chaos, fais bien gaffe à toi. Et du coup, il y avait un peu une blague comme ça quand on faisait les guerres de section en mode, bah, t'es un infiltré. Tu vois, t'es chez les Cosmos, mais tu préférais être chez nous, tu vois. Parce qu'au final, on s'entendait tellement bien avec lui que c'était cool comme ça. Mais bon, soit on arrive un petit peu à l'avance, on profite un petit peu de Barcelone. J'ai pas beaucoup vu la ville. Tous les jours, j'étais au parc de sport, donc on a pas forcément vu beaucoup la ville. Mais voilà, franchement, cool ambiance. Et le fait de venir un petit peu à l'avance, notamment, il y a beaucoup de gars de Aeterna qui étaient là, donc les anciens, ça a permis de mettre un mood un peu plus cool. Moins de stress. Arrivé le samedi pendant l'événement avec tout le monde, on était, je pense, 30-35 le premier jour à voilà, discuter, faire connaissance un petit peu tranquille, faire du sport. On a fait un volley, on a fait du street, on a fait des tractions, plein de choses. On s'est bien amusé, franchement, c'est super cool. Et là, tu rencontres un petit peu les gars avec qui tu parlais par message, avec qui tu les voyais faire des ponts, des trucs comme ça. Ouais. Tu rencontres les gars, tu discutes un petit peu avec eux, on se rencontre, on parle de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, etc. Et tu vois un peu plus la personne derrière le zoom. Ouais. Tu vois, on s'est vu plein de fois en zoom, notamment pour faire des pompes et des choses comme ça. Et là, tu vois plus la personne, tu peux plus discuter et se rendre compte de qui c'est. Soit après ça, du coup, vendredi, pareil, on revient au sport, on fait du sport, on fait plein de trucs. Et le samedi, qui est la journée la plus marquante, qui est donc la journée de la guerre de section en physique, où tu avais prévu plein d'épreuves trop bien, avec un genre de classement où tu t'es éliminé d'épreuve en épreuve pour aller au final à la finale, le sprint final que Charlie a gagné. Grand respect à Charlie, on y reviendra, mais plein de petites activités comme ça. Moi, mon but, comme tu l'as dit, je suis un peu plus complet, c'était vraiment d'essayer de performer le plus possible à chaque épreuve. J'ai aussi pris un petit peu le devant au niveau du KO, comme j'avais fait un petit peu pendant l'URC avec mes vidéos, des choses comme ça. Je me suis dit, j'ai envie d'amener les gens vers la victoire et de les motiver un petit peu. Tu vois, parce que je voyais que Aeterna, c'est déjà très soudé. Ils se connaissent de l'année passée, donc ils arrivent, ils font un cri de guerre, ils sont là, ils se motivent ensemble. C'était beaucoup en plus, très impressionnant. Ils étaient 30, très impressionnant. Ouais. En plus que les gars qui se connaissent, donc très soudés, tu vois, nous tous là, pas timides parce qu'on a eu l'occasion de se parler, mais tout le monde n'est pas encore vraiment soudé. Ouais, et moi, c'était déjà dans le truc. C'est ça, eux c'était à fond, ils étaient prêts en découte, tu vois. Et donc moi, je me suis dit, je vais essayer de pousser un petit peu ce côté team et esprit d'équipe et se motiver. Je dis les gars, vas-y, venez, mettez autour de moi, j'ai une idée de cri de guerre. Et là, je commence à lancer un cri de guerre et directement, tu sens un peu l'énergie du groupe. Je me rappelle même Kevin, il m'a dit, moi, j'avais rien compris à ton cri de guerre, j'ai juste crié, mais c'était énergisant, donc c'était cool. Et le cri de guerre, je l'aime trop, c'est con, mais moi je disais, on est qui? Les autres criaient Chaos. Je disais, on va manger quoi? Les autres criaient Cosmos. Et je disais, pourquoi? Et les autres disaient, parce qu'on a fain. C'est un truc de mongol, mais ça a mis une énergie du groupe et directement on était un peu plus dedans, je trouve. Et donc ça fait un stimulus un petit peu d'esprit d'équipe. Ouais. Là où du coup Aeterna avait déjà ça, on fallait mettre ça aussi un petit peu chez Chaos, tu vois. Et du coup voilà, chaque activité, on envoyait un peu nos champions de chaque activité. Il y a eu plein de trucs, il y a eu de la lutte, il y a eu un truc de natation, de course, plein de choses. L'idée c'était d'être un peu bon partout. Partout, je pouvais apporter ma pierre à l'édifice, je le faisais. La lutte, je l'ai pas fait parce que d'autres devaient participer. Donc voilà, j'ai essayé d'un petit peu aider les gens, des stratégies un peu à la con, mettre de l'huile autobronzante sur le corps pour que ça glisse les autres adversaires, mettre de la magnésie sur les mains pour agripper les adversaires justement. Enfin un truc un peu con. Un truc qui m'a marqué aussi, d'ailleurs, je pense que pas beaucoup de gens le savent. Il y avait une épreuve où on devait nager, revenir et quelqu'un devait aller courir. C'est une course relais. Une course relais, natation et course. C'est ça. Donc il y avait des gars qui nageaient. En revenant à la nage, il lançait, chez nous c'était Clément qui courait, gros respect à Clément d'ailleurs, un très bon coureur, on a parlé d'Arthur, mais Clément, très impressionnant aussi. Ah ouais? Ouais, franchement, aussi il a fait des marathons et des trucs comme ça, très très chaud. D'ailleurs, moi je pensais, tu voulais que je sois le gars qui court pour le KO pour cette épreuve-là. Ouais, parce qu'il y avait Arthur qui courait aussi, ouais. Et quand on était en équipe et qu'on s'est dit, ok, qui fait quoi? Clément il a dit, moi je me sens chaud, faire la course. Et tu vois, j'aurais pu me dire, non, c'est contre Arthur, c'est moi qui le fais, mais je me suis dit, ok, Clément, je te fais confiance, t'es chaud en course, tu l'as prouvé plusieurs fois. Je lui ai donné mes chaussures, en plus j'avais des chaussures en carbon plate, donc c'est un type de chaussures pour courir plus vite, entre guillemets, pour résumer très vite. Je lui ai passé mes chaussures, j'ai dit, vas-y gros, donne-toi à fond, et au final j'ai eu raison parce qu'on a gagné en grosse partie grâce à lui, parce qu'il était très chaud, notamment que moi en plus j'avais fait 20 km à Bruxelles, il y avait les 20 km de Bruxelles la semaine d'avant, donc j'avais les jambes défoncées. Je sais pas si tu te rappelles, on s'était vu sur la plage une fois, je revenais de la course limite en boitant, j'avais fait genre 3 km, tu m'as dit respect, je disais non, pas respect pour 3 km, tu vois. Enfin, soit. Mais du coup, je me souviens pas du tout de ce moment-là. Par contre, je me souviens du lendemain d'une soirée qu'on a fait tous ensemble, où en gros moi j'avais fait nuit blanche,
Et vous étiez un groupe c'était là. de... Ah, c'était là? C'était là, ouais. Ah, mais oui, bah C'est alors ça. je me souviens. Où Oui, je me j'avais souviens. dit aux gars, venez, on va faire 10 km. J'avais motivé plein de gens pour se lever à 5h du matin Ouais, pour alors faire je me 10 souviens, km. je me souviens. Et moi, comme une victime, j'ai fait 3 km, je suis rentré à vélo en boitant parce que ça allait pas tellement j'avais couru 3 jours avant à Bruxelles, tu vois. Mais du coup, je sentais que physiquement, mon corps était pas là au niveau de la course. Et en plus que Clément était hyper motivé à courir. Donc je dis, vas-y, ben, je te laisse, vas-y, fais la course. Je te fais confiance, ça va bien se passer. Et du coup, moi, j'ai fait des études de sport. Donc je savais que la piscine, la natation, je me débrouille aussi, même si je déteste ça. Vraiment, c'est la pire discipline pour moi, je déteste, mais je savais que j'ai la performance pour. Et donc, je me suis mis en natation. Au final, j'ai gagné la natation, donc Dans la mer. Content. Du dans coup, la mer. pour ceux qui se demandent, Oui, on a fait toutes ces épreuves sur la plage, sur le sable, On au a fait milieu chier au tout milieu le des monde. touristes. Tout à coup, enfin, tu vois, l'enfer. faut t'imaginer, t'as 80 personnes et t'as des énormes groupes qui se mettent à créer, mais il y aura l'after movie du coup qui va ça va sortir. être fou. Enfin, ça va être juste une vidéo exclusivement sur cet événement. Ah, ça va Donc être fou. tout ce que tu dis, les gens pourront le voir. Magnifique. Et ça va être stylé. Mais du coup, voilà, je pars en premier relais sur la natation parce que du coup, vous avez une natation, course, une natation, course, une natation, course. Mhm. J'étais le premier relais natation. Mais moi, je suis pas à l'aise de nager sans lunettes. Parce que, de par l'unif, j'ai à chaque fois nagé en lunettes et je sais que je suis plus rapide et je respire mieux quand j'ai des lunettes parce que ça me permet de me focus que sur la respiration et pas sur la vue. Tu vois, c'est bête, mais quand t'as plusieurs éléments qui travaillent ensemble, c'est plus compliqué. Je vois que du coup, à Eterna, les anciens ont 2 paires de lunettes. Et moi, je viens, Cosmos allait par là, je prends 2 gars d'Aeterna qui ont les lunettes, je fais les gars, venez, on s'allie, Aeterna, KO. Le but, c'est de détruire Cosmos, tu vois. Ah, c'est vrai, mec. Mais ça, vraiment, personne qui le sait, j'ai pris, c'était Louis. Et Louis Rio. Louis, ouais, qui m'a passé ses lunettes. Et donc, Il est venu sur le podcast d'ailleurs. Ouais, bien sûr, très très bon podcast d'ailleurs. Et je dis à Louis, bah écoute, t'as 2 paires de lunettes, tu m'en passes une, vous en avez une pour votre relais, j'en ai une pour mon relais, les Cosmos ils ont pas de lunettes, et voilà. Et on crée une petite alliance comme ça entre Aeterna et KO. Alliance qui avait déjà commencé d'ailleurs, parce que je m'éparpille, mais à la lutte. À la lutte, on faisait déjà des alliances avec Guillaume, qui est venu sur le podcast aussi. On s'est dit, ok, ben gère ton équipe, moi je gère mon équipe, on focus Cosmos sur la lutte, et après on se bat entre nous, tu vois. Et d'ailleurs, petite anecdote aussi rapide, dans la Eterna, il y avait les 2 Golgoth, il y avait Nathan et Nils, les 2 Golgoth d'Aeterna, des monstres de muscles. Ouais. Et quand on les lançait dans la lutte, la stratégie c'était focus Cosmos avant de focus Chaos. Et ils l'ont pas respecté. Et Ils vous ont attaqué vous aussi? Ils ont attaqué tout le monde. Et je vais voir Guillaume, je fais, mais gros, gère tes athlètes. Il me dit, mais mec, 2 Golgoth comme ça, comment tu veux les gérer? Ils veulent juste tout casser, c'est tout. Donc t'avais le Nils et le Nathan qui partaient partout. Moi j'étais là, Cosmos, focus Cosmos. Et ça respectait rien du tout. Le pacte est parti en cacahuète, mais au final, c'est bien passé. Du coup, t'as récupéré les paires de lunettes. J'ai récupéré du coup grâce à cette négociation les paires de lunettes qui m'a permis de gagner la natation. Sans ça, je sais que j'aurais pas été assez bon. Et du coup, gros respect à Eterna, tu vois. Donc tu vois, ce côté toujours un petit peu art de la guerre, aller chercher un petit peu de négociation pour gruger un petit peu et trouver la victoire. Et au final, grâce à ça entre autres et grâce à la course magnifique de Clément, on a gagné cette épreuve-là qui nous ont fait encore progresser dans la guerre, quoi. Et au final, cette guerre. Au final, cette guerre. Moi, je me fais éliminer sur l'épreuve de tirage de t-shirts. Donc, pour expliquer, on avait un grand cercle et c'est un peu comme un épervier où on avait tous un t-shirt derrière dans le short et il fallait essayer de tirer le t-shirt de l'autre sans que les autres tirent leur t-shirt. Et là, moi, j'ai fait une erreur parce que j'étais hyper dans l'euphorie et tout le monde me motivait en mode vas-y Renaud, machin. J'arrive, je fais mes trucs, boum, 1, 2, 3 t-shirts que j'arrive à enlever aux autres sans qu'on m'atteigne. Vraiment, tu te faufiles. Ouais, mais je crois que j'ai vu la vidéo. Je crois qu'on a des images de malades de ça. J'adore vraiment, ça. Mais tu vois, un peu sur je t'en parlais tout à l'heure du rugby, se faufiler, courir à gauche à droite, des accélérations, ça c'est un truc où je suis fort. Et là, je sais pas, boum, 1, 2, 3, 4 t-shirts, je suis dans l'euphorie, je vois un t-shirt, boum, je vais le chercher, du coup je monte mon cul à Maxence, je crois, et lui il en profite, bam, il me l'enlève, et là, tu vois. Ouais, directement déception, je sais que c'est la fin. Mais vous étiez plusieurs à être très très compétiteurs. Mm-hmm. Et en fait, à chaque fois que vous vous faisiez éliminer, enfin, c'est marrant parce qu'il y avait à chaque fois, tu vois, dans chaque section, il y avait un peu les athlètes d'élite. C'est parce que, enfin, tout le monde a une condition physique de malade. Ouais, déjà, ça, c'est impressionnant, tu vois, tout le monde arrive avec un six-pack, tu vois jamais ça, tu vois jamais, genre 80 mecs avec un six-pack. Les femmes, elles kiffaient quand elles passaient à côté. Ah, mec, putain. D'ailleurs, elle venait, elle fait, oh, faites quoi et tout. Bref. Fallait contenir un peu les gars. Nathan, il en profitait d'ailleurs. Bref. Ce qui était très drôle, c'est que dans chaque section, malgré tout, t'avais des mecs qui étaient vraiment particulièrement bons, sportivement. Et qui étaient très compétiteurs. Surtout très compétiteurs. Et à chaque fois, moi je les ai repérés très vite, tu vois, parce que moi je regarde et tout ça. Et à chaque fois que ces mecs compétiteurs, ils se faisaient éliminer, j'ai vu 50 nuances de seum. Vraiment, tu sens le dégoût. Tu sens le dégoût. Et toi, je me souviens aussi, je l'avais senti. Ah, vraiment, ça m'a fait la même sensation parce que ça, c'était en mai. 2 mois plus tôt, en mars, j'avais participé à l'émission Ninja Warrior.
et je suis tombé aussi dans l'eau, du coup, à une rigueur, comme un con, une connerie, du coup, je suis tombé, j'ai raté le truc. Et c'est ce côté où t'es là, t'es à fond dans l'épreuve, boum, tu tombes, ok, tu sais que c'est la fin. Tu vois, une erreur, dès que tu touches l'eau, tu sais que c'est fini. Ben là, c'est pareil, dès qu'on m'a tiré le t-shirt, je savais que c'était la fin. Alors que j'aurais pu tirer les 2-3 t-shirts rapidement, me poser, ok, calme, on va se regrouper. Notamment, il y avait Kevin qui était bon aussi à cette épreuve-là avec moi, se regrouper, réfléchir et faire ça intelligemment. Mais non, j'étais tellement dans l'euphorie, tellement dans mon truc, tu sais, main caractère, ok, je suis à fond dedans, je fais ça bien, que j'ai été distrait et Maxence m'a enlevé le t-shirt. Et du coup, fin de l'aventure pour moi, entre guillemets. Mais j'ai essayé de continuer à être là, à motiver l'équipe pendant le reste des épreuves. Je me souviens notamment l'épreuve où on se pendait, tu vois, fallait rester pendu à une barre le plus longtemps possible. Et ça se finissait quand tu touchais le sol. Ouais. Et moi, je me suis dit, toujours dans ce truc de jouer dans les règles, mais à la limite des règles. Ouais, et je commençais à creuser, notamment sous Kevin, pour que le sol soit le plus bas possible, pour que quand les pieds et après, il y a d'autres mecs qui t'ont reproduit, tout le monde a commencé à faire ça. creuser, Ouais, je me souviens. C'est pas sûr ces trucs d'être à la limite des règles, mais t'as le droit. D'ailleurs, je me souviens que par rapport à ça, je crois qu'il y avait, c'était Kevin, en fait, le mec devant il Kevin, il était mal placé, ouais, il était genre il était vraiment collé, c'était extrêmement gay. C'était très gay. D'ailleurs, Kevin, respect pour toi d'avoir réussi à tenir le coup et à rester accroché parce que... Non, je crois qu'il est tombé. Parce que le mec devant est tombé. Non, mais quand même, il est tombé, mais il a quand même assuré de rester devant, derrière un mec comme ça parce que... Mais justement, c'est parce que le mec devant est tombé qu'il est tombé. Ah, ok. Parce que du coup, il était tellement collé que ça l'a déstabilisé et il est tombé, tu vois. D'accord. Je pense qu'il aurait été plutôt Je pense que les mecs sont en train de s'imaginer des dingueries. En fait, vous verrez dans la vidéo. Ouais, c'est juste, je crois que c'est pas abusé non plus. Mais donc voilà, fin de l'aventure. Après ça, du coup, je pense qu'il restait le sprint final, avec du coup le reste des athlètes. Ouais, total, il y avait 7 épreuves. Et au final, il restait 5 athlètes. Ouais, il me semble. ça. Genre, il y avait genre 2 Chaos, 2 Eterna, je crois, et un Cosmos. Il y avait plus de Cosmos. Ah, il y a plus de Chaos? Non, il y a plus de Cosmos. Il y a plus de Chaos, c'était juste Chaos et Eterna. Chaos, je pense, si je dis pas de bêtises. Okay. Et c'est là que pour moi, déjà, on avait déjà gagné la guerre. Parce qu'il y avait plus de Chaos. Pas de Cosmos. Je confonds toujours. Moi, dès qu'il y avait plus de Cosmos, pour moi, on a gagné la guerre. Et Eterna, c'est un bonus. Tu vois. La même chose, je donne mes chaussures de vitesse à mon athlète du sprint. Il a réussi, jusqu'en finale. Et, c'était Timur. Je crois que c'était Timur. Qui a fait le sprint là, qui a fait le dernier sprint contre Charlie. Ouais, c'était Timur et Charlie à la fin. Non, c'était Stan. Stan, mais c'était Timur qui avait mes chaussures, je crois. Timur, il avait couru aussi, ouais, je me souviens. Et à la fin, il restait Charlie, Stan et Timur. Ok. Et du coup, Timur a perdu et en final, il restait Stan et Charlie. Ouais. Donc un Cosmos, un Chaos et un Eterna. Regarde les pètes d'athlètes que c'est, mec, parce que Stan, c'est vrai que j'avais oublié, mais Stan est incroyable, mec. Bien sûr. En fait, c'est des mecs qui sont énormes, ils sont lourds et ils sont rapides en même temps. Donc ouais, tu sais pas où est-ce que tu peux les prendre en fait. Tu peux pas les prendre. Non, hyper complet. C'est ouf. Et en fait, là où Charlie a été hyper intelligent et c'est pour ça qu'il a gagné, parce que du coup, spoiler, il a gagné la compétition, c'est qu'au début, il courait juste assez vite pour pas être dernier. Là où les gars de KO, Charlie et Stan, pas Charlie, Timur et Stan, eux allaient à fond tout le temps pour être sûr de pas être dernier. Mais du coup, j'en ai parlé à Charlie après, j'étais trop malin parce qu'il s'économisait sur chaque course et à la fin, quand il fallait vraiment être premier sur le sprint final avec Stan, c'est là qu'il a gagné. Ah, il l'a fumé Stan, il est vraiment... Ouais, parce que Stan était mort. Donc il avait tout le temps un max et là, Charlie était hyper malin par rapport à ça. Il a gagné et voilà, grand respect. C'était trop bien. Ouais, je me souviens, c'était super moment. Bon, en tout cas, j'ai hâte de refaire l'année prochaine. Ouais, ça va être trop bien. Ça va être aussi. Mais globalement, tout ça pour dire que cette journée-là, parce qu'on me demande souvent, est-ce que c'est worth it, le reboot camp, parce que t'en as tiré, etc. Pour moi, rien que cette journée-là, ça représente le reboot camp. Tout ce que ça amène en termes de camaraderie, de pousser les gens vers le haut, des choses comme ça amène tellement d'énergie positive que même si j'avais payé 500 balles juste pour cette journée-là, ça aurait même pas été assez cher. Tu vois, tellement ça a amené des émotions positives dans ma vie et je pense chez tout le monde, tu vois. Ça a créé des liens. Maintenant, je continue toujours à parler avec des gars URC quotidiennement. J'ai un des gars, d'ailleurs, dédicace à Cyril, il passe le bonjour, qui est un de mes clients maintenant, que je suis au quotidien. C'est lui, il a envoyé une photo sur le groupe, d'ailleurs, il a perdu, il a une tête de transformation. Ouais. Ça continue. Moi, j'ai vu, un jour, tu vois, j'ouvre mon téléphone comme ça, on a un groupe WhatsApp avec la communauté. Et je vois une photo avant-après, et je vois Cyril, du coup, qui te remercie, et qui te dit, Renaud, merci pour le coaching. Mais Cyril, extrêmement assidu. Et très rapide, hein. Ouais, mais parce que gros respect à lui, il est extrêmement assidu. C'est mon client, mon meilleur client, on va dire. Pas en termes depuis combien de temps il est là, mais en termes il fait tout ce que je dis, il applique à la lettre. Bon, des fois, il y a des petits écarts, bien sûr, comme tout le monde à gauche, à droite, mais il fait tout ce qu'il faut pour progresser le plus possible, le plus rapidement. Il mange bien, il fait son sport. Tu vois, avant, il mangeait pas beaucoup parce qu'il travaille beaucoup, donc il mangeait pas beaucoup. Maintenant, il a recommencé à plus manger pour faire du muscle. Il court, il fait les musculations tout le temps à fond. Il m'envoie ses repas qu'il mange, etc.
Et gros respect à lui parce que là, on a vu en 3 mois, il a fait un taf de fou. Alors on est reparti pour les 3 prochains mois, ça va encore être magnifique, quoi. Vous avez commencé le coaching avec lui pendant le reboot camp ou Non, après? après. Après la rencontre à Barcelone, même, il me semble, non? Un peu plus loin, un peu encore après. Ok. On a commencé juin, juillet, août, les 3 premiers mois. Donc l'été, quoi. Il y a beaucoup des gars qui se coachent entre eux physiquement, parce qu'il y a pas mal de mecs qui viennent dans le reboot camp parce qu'ils ont envie de se remettre en forme physiquement. C'est un objectif. Moi, je pense que c'est même l'objectif de la vie. Je pense qu'en tant que mec, tu prends soin de ton corps, ensuite ça te donne la confiance pour atteindre d'autres objectifs qui sont par exemple des objectifs entrepreneuriaux ou autres. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai vécu le truc à titre personnel, tu vois, de d'abord bosser, faire des pompes, des tractions, et ensuite te dire putain, je peux fournir des efforts et créer un résultat, parce que le résultat il est garanti, hein, tu fais des pompes, tu vas prendre des c'est le seul résultat que personne peut t'aider à atteindre. Ah oui, c'est dans le sens où tu vas faire le taf tout ça seul. dépend full de toi, et personne peut te voler le résultat. Je veux dire, on va pas te mettre un impôt à 40% sur tes pompes et reprendre 40% de tes pompes, tu vois. C'est ce que je dis, je suis en Belgique, donc les impôts. En Belgique, c'est comment les impôts? C'est beaucoup. Ok. C'est beaucoup. Okay. C'est beaucoup. C'est, en fait, du coup, moi, je suis indépendant, donc c'est, en Belgique, en France, c'est, je sais plus le terme, mais il y a un truc pareil. C'est auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, merci. C'est le pays le plus taxé. Ah, la Belgique? Ah, je savais pas. Déjà, la France, c'est pas mal. En tant qu'indépendant, du coup, en tant c'est qu'indépendant, ça. ouais. Ah, putain. Après, une fois que tu progresses, que t'es en société, il y a des, comme partout, un peu des trucs à faire pour améliorer ça. Mais en indépendant, on se fait manger. Mais donc voilà. Donc, pour clôturer ça, Cyril, gros respect. Très belle transformation. Et donc, c'est ce que je disais par rapport à ça, c'est que ça crée des liens, même au-delà de l'événement. Et cette journée-là, c'était vraiment, pour moi, le truc le plus marquant du Reboot Camp. Je sais plus qui m'avait dit ça, que cette journée, sans le reste du Reboot Camp, elle aurait pas de sens. Genre ces épreuves, mais le reboot camp sans la journée, pas de sens non plus. Tu vois, en fait, c'est la combinaison des deux. C'est le fait de passer un mois en janvier, donc quand il fait froid, et quand c'est hardcore, tu vois, tu prends tes douches froides, enfin bref, tu passes ta journée limite dans la nuit avec le mauvais temps ensemble, et ensuite, genre en mois de mai, dès que le soleil revient, tu viens à Barcelone et bam, tu te prends le soleil et t'es avec tout le monde. C'est la combinaison de ces deux trucs, apparemment, que, en tout cas, beaucoup de mecs ont kiffé, et il y en a un qui m'en parlait dans le podcast, je sais plus si c'était Guillaume, ou, mais bref. En tout cas, ouais, je sais que c'est quelque chose. Et moi, à titre personnel aussi, hein, c'est la même. Le fait de tous vous voir comme ça, de voir les têtes. Je vois des visages. Là, cette année, ça commence à être difficile de connaître tous les prénoms. Mais l'année passée, j'arrivais encore. Et de voir les mecs comme ça et de me dire, putain, oui, ce mec, je me souviens, il avait fait ces posts-là. Bon, toi, je me souviens de toi parce que je t'avais vu dans la guerre de section, il était le connard qui m'a battu aux tractions, mais bon, bref, encore. Vraiment. Si, moi, je t'ai déjà battu, pardon, n'importe quoi. Ouais, non, cette journée était hyper galvanisante, c'était phénoménal. Franchement, merci beaucoup pour ça. Et merci, je sais que, dans les podcasts, les gens te remercient beaucoup, mais ils ont raison parce que du plus profond du cœur, ce que tu mets en place avec le Reboot Camp, ça, comme ton but, c'est de mettre les gens sur une piste ascendante, mais ça fait plus que ça, genre, ça galvanise une énergie masculine et un esprit de camaraderie exceptionnel. Rien que la journée du samedi, mais tout ce qui est autour, comme tu dis, ça ne fait pas de sens sans ce qui est autour. Et c'est un tout qu'il faut continuer comme ça. Et je sais que là, tu bosses comme un malade pour l'améliorer chaque jour. Encore, t'étais au cowork hier, on s'est pas vu parce que t'as bossé comme un malade. Continue comme ça et ça va faire qu'améliorer la chose. Merci. Avec plaisir. Ça fait plaisir, mec. La prochaine édition, c'est la meilleure. Et tu sais quoi, je vais faire un truc même. Je vais pas montrer aux gens qui sont en train de regarder l'épisode, mais je vais te montrer. Là, ce dimanche, on a l'application du tracker qui arrive, parce que sur l'édition 2025, on va avoir une application d'un tracker gamifié qui va ressembler à ça, du coup. Ok. Et ici, t'as les différents espaces pour... Ici, tu vois genre tes scores avec le score des mecs de ton groupe. Alors là, on l'a pas intégré dans un groupe, mais tu vas pouvoir avoir aussi tes sections, le classement des meilleurs groupes. Et ici, en tant que propre score, ici, t'as ce petit truc-là qui va être intéressant. Et donc, t'as des bonus que tu débloques avec les différents niveaux que t'atteins en gagnant de l'XP. Et en fait, ce truc-là, à terme, le but, avec on développe ça avec des mecs qui ont participé au RC l'année dernière, et dont Arthur. Le but, ça va être de faire un espèce de Strava, du tracking d'habitude. Ouais. Donc de faire un truc tracking d'habitude communautaire gamifié avec compétition entre les mecs. Et ça va être trop stylé, mec. Donc on va être très hâte que tu testes ce truc parce que ça va être... Et tu feras les vidéos que t'envoies seront là-dessus aussi ou c'est à part ça? Non, du coup, regarde ce qu'on a fait parce que on n'a pas voulu créer un full site avec full hébergement, tu vois, pour héberger absolument tout le Reboot Camp dessus. En fait, ici, t'as un bouton et quand tu cliques ici, ça te renvoie directement sur la plateforme de RC. Ok. Donc ce sera Atrium du coup comme toi. Donc tu déplaceras juste comme ça et puis depuis le RC tu peux cliquer. Donc bref, tu vois, c'est ça que j'aime bien. Tu pars d'une base. Bon, je sais pas comment c'était les anciennes éditions, mais je sais que chaque année tu t'améliores, tu fais des trucs en place, la garde de section, chaque moment tu vas encore plus focus la garde de section et essayer d'améliorer ça progresse, tu vois. Donc les mecs qui vont faire le RC dans 5 ans,
auront un truc encore plus parfait que nous, ce qu'on a eu. Donc, Ouais, ça c'est pour va ça, leur tu vois, envoyer, ça va être incroyable. Quand t'as dit par exemple que t'as attendu un moment avant de commencer le RC et qu'à un moment donné tu t'es dit bah c'est le moment, moi je trouve que c'est exactement le mindset que je veux que les gens aient. C'est comme par exemple cette année, je vais quasiment pas faire de promo, tu vois, pour le Reboot Camp, parce que je me dis que le mec qui le fait pas en 2026, en l'occurrence en janvier 2026, bah en fait il va le faire en janvier 2027, C'est ça. 28, il le fera comme il le fera. Et mon but, tu vois, c'est que vraiment, parce que le dernier Reboot Camp qu'on a fait, pour moi, il y a beaucoup de choses à améliorer. Et mon but, c'est de faire en sorte que, autant que possible, les personnes qui terminent, quand elles parlent du Reboot Camp à l'extérieur, genre, est-ce que ça vaut la peine le RC? Que ce soit, oui, ça vaut full la peine. Parce que, les gens qui rentrent dedans sont cool, parce que le contenu est cool, parce que l'atmosphère, le cadre qui est mis en place, permet du coup cette connexion et cette énergie et une expérience surtout, tu vois, qui crée des liens, qui fasse vivre des choses différentes et qui donne, au passage, tu vois, quelques petites idées, quelques petits conseils pour s'améliorer dans la vie, même si c'est pas ça le point central, tu vois, au final, parce que tous les conseils, genre le contenu dev perso, t'en as infini sur YouTube, tu vois, surtout si tu parles en anglais. Il y a deux possibilités, soit tu décides de faire le RC et tu fais le bare minimum, le strict minimum, soit tu veux y aller vraiment à fond dedans. Moi, j'ai pas été à fond dedans. Contenu, etc. J'ai pas été autant que j'aurais pu et que j'aurais dû. Mais si tu veux être à fond dedans, je pense que t'en tires beaucoup. Notamment, je pense, je t'ai dit, j'avais relu un petit peu avant de venir ici, t'envoyer des trucs, je sais plus le titre de la fiche, mais où il fallait mettre nos objectifs, avant le RC, enfin, pour 2025 en l'occurrence. Comment y arriver? Comment tu te sentiras quand t'auras atteint cet objectif-là? Ben, c'est un truc où tu mets sur écrit tes émotions. On sait très bien que mettre sur écrit, ça rend le truc concret. C'est un travail que j'avais jamais fait. Et le fait de le faire, ben, ça peut, faire en sorte que ça se produit, tu vois. Parce que c'est un truc focus comme la constitution aussi, c'est le même principe. D'avoir un truc écrit que tu relis au quotidien. Tu vois, moi, j'ai relu mes objectifs. Je dirais pas que c'est grâce au RC, mais ça a aidé, tu vois. J'avais emménagé avec ma copine, c'est fait. J'avais gagné entre 3 et 5 000 euros par mois, c'est fait. J'avais des trucs comme ça. J'avais réussi mes études, c'est fait. Donc, tu vois, je dis pas que c'est à cause de ça, mais ça prouve que il y a un élan qui fait que j'atteins mes objectifs au fur et à mesure. L'année n'est pas finie, j'ai pas encore tout atteint. J'ai relu, il y a encore des trucs que j'ai envie d'atteindre. Je vais me bouger un peu le cul parce qu'il reste quelques mois. Mais c'est plein d'outils qu'on te donne. Le contenu, le groupe, le tracker, c'est pas le truc séparément, c'est t'as plein d'outils à prendre. Prends ce que t'as envie de prendre. Bien sûr, le tracker, le purgatoire, c'est des trucs qu'il faut prendre parce que c'est la base du RC. Mais tu peux, si tu veux ne pas regarder le contenu, tu peux, si tu veux ne pas prendre les exercices que tu proposes, tu peux même ne pas venir au rassemblement si t'as envie. Prendre ce que t'as envie de prendre. Mais si tu prends tout, je pense que t'as tout ce qu'il faut pour t'amener là où tu veux aller, tu vois. Ouais. C'est marrant parce que je suis en train de réfléchir un peu au mindset que moi j'avais quand j'ai commencé ma première année de droit, où je me suis dit, vas-y, je veux mettre absolument 100% des chances de mon côté. Donc par exemple, je sais pas, quand je rentrais dans l'amphi, les gens, ils avaient tendance à se mettre à s'asseoir, tu sais, à occuper les places du fond. Donc, premier jour de cours, ils occupent tous les places du fond, voilà, limite sur les côtés. Et moi, un peu instinctivement, je me suis dit, je vais me mettre avant-centre, tu vois, 3e rangée devant le prof, parce que c'est la meilleure place pour suivre le cours. Les gens autour de toi, ils parlent pas. T'as pas des gens qui sont en train de mater du YouTube ou tu vois pas l'écran d'autres personnes, donc t'es pas distrait. Et surtout, vu que le prof est devant ta gueule, t'es obligé de le regarder. Et j'ai fait ça un peu à tous les niveaux, en fait, pendant ma première année. À chaque fois qu'il y avait l'occasion de faire un truc qui allait augmenter mes chances de succès de même 0,1%, en fait, je le faisais. Et je pense que le RC, chacun l'aborde de manière, enfin, à sa manière à lui, quelque part. Un gars qui est déjà bien lancé dans ce qu'il fait et qui se dit, vas-y, je vais venir et je vais essayer de prendre ce qu'il y a à prendre, il va, à mon avis, prendre un peu moins de ce qu'il y a dans le RC. Il y a des choses qu'il va décider de laisser de côté. Mais je pense que n'importe quelle personne, et ça c'est une théorie, de nouveau, je sais pas du tout si c'est vrai, c'est un truc que je me demande, mais j'aurais tendance à dire que oui. Je pense que n'importe quelle personne qui rejoint le RC, quel que soit le stade où elle en est dans sa vie, si elle décide de faire 100% des trucs, pas forcément la guerre de section. La guerre de section, c'est une quête secondaire vraiment, mais si elle suit tous les cours, elle fait tous les exercices et elle fait toutes ses habitudes, elle se crée, elle se conditionne, si tu veux, pour se dire, putain, il y a un truc sacré qui est en train de se passer. Et encore une fois, le but, c'est pas de faire les exercices pour faire les exercices, c'est de développer son projet à soi. Que ce soit tes propres études, que ce soit ton projet entrepreneurial, que ce soit ton taf, tu veux monter, tu veux, je sais pas, développer ta carrière et ainsi de suite. Mais je pense que plus t'arrives à te dire, ok, oui, ce truc-là, j'ai déjà entendu parler de ça, est-ce que vraiment je vais le faire? Non, mais peut-être c'est pas fait pour moi, tu vois, genre, je sais rien, les douches froides, un mec qui va dire, ouais, non, les douches froides, ça m'intéresse pas. Mais de te forcer à faire ces choses-là, tu mets des petits plus 0,1% dans plein de domaines, et ensuite, je pense que tu peux vraiment créer un truc solide. Et ça, c'est un des trucs que j'ai envie de, là, j'en parle aussi parce que j'ai terminé l'introduction au Reboot Camp 2026, donc à la prochaine édition, et c'est vrai que je parle pas mal de ça, de comment s'approprier l'expérience et en faire un truc bien pour soi. Parce qu'en fait, c'est comment chacun l'aborde.
Genre toi tu l'as dit, tu vois, t'es arrivé dans un groupe, t'as décidé de te montrer proactif et de dire de t'intéresser aux autres par exemple, tu vois, de dire oui toi tu fais quoi et tout, pour tu sais lancer le truc, parce que si tu fais rien, si t'arrives dans l'appel, t'attends qu'il y ait quelque chose qui se passe, C'est ça. ta journée elle commence, t'attends qu'il y ait un truc qui se passe, en fait il se passe rien dans ta vie, tu vois, t'attends un truc. C'est l'élan que tu mets. Exact, c'est toi qui dois balancer du bois dans le feu constamment. Exact. Et en fait, si t'arrives à le faire et si t'as de la chance d'avoir un mec dans ton groupe qui le fait aussi, encore mieux deux, encore mieux tous les mecs de ton groupe le font, bah c'est là où il y a tout qui explose. C'est ça. Et rien que si toi tu le fais, même si les autres le font pas, au moins t'es fier de toi. Parce que toi tu vis le truc. C'est très bizarre hein, comme concept, tu vois, parce que tu pourrais te dire, ouais, mais en fait, le dev perso au final, ou des vidéos de motivation, ainsi de suite, ça pourrait être limite. Genre, tu vois, le Reboot Camp, tu pourrais arriver, ce serait juste une vidéo qui dit passe à l'action. Et quand t'as fini, regarde cette vidéo à nouveau. Point. Et en fait, si le mec décide que ça, c'est la vidéo qui va faire que il va arrêter de se mentir et qu'il va prendre les choses en main, bah c'est bon, objectif rempli, tu vois. Mais bon, c'est à chacun de rejoindre le truc au moment où il se sent prêt. C'est peut-être ce que je voulais dire au final, c'est de prendre le temps et puis et en attendant, moi j'améliore le truc. C'est ça. Là, je me parle parce que tu parles de vidéos. Moi, une des vidéos qui m'a le plus marqué dans le Reboot Camp, c'est la vidéo de la relance. Je sais pas si tu te rappelles ce que tu dis dedans. Bah, tu dis, tu vas d'office un jour recommencer à te lever tôt, recommencer à prendre ta douche froide, recommencer à faire le travail. Alors autant le faire maintenant. N'attends pas que ce jour revienne. Tu vas d'office à un moment refaire ça, alors fais-le maintenant. Et ça, c'est une phrase qui est restée marquée dans ma tête. Et dès que j'ai des jours où je me sens pas de faire le truc, je me dis, ça se trouve, dans 2 semaines, je le ferai. Alors autant le faire aujourd'hui et recommencer maintenant. Ouais. En vrai, c'est ça, mec. Bah, du coup, c'est tellement important de comprendre ce concept, tu vois, parce que plein de gens, tu vois, t'as un peu ce réflexe des fois typiquement, premier jour, tu te lèves pas. Ce qui t'a fait, tu vois. T'aurais pu te dire, enfin, ça aurait été un peu extrême, mais on peut imaginer un mec qui réussit pas à se lever à 6h30 du coup du matin le premier jour de RC, qui commence avec une erreur sur son tracker et qui se dit, putain, fait chier, du coup, j'ai pas réussi à faire le Reboot Camp à la perfection. Donc j'abandonne. Ouais. J'arrête de prendre les choses sérieusement, tu vois. Ouais. Alors que quand tu le fais parfait dès le début, en fait, t'es content de l'avoir fait en parfait, donc t'as envie de maintenir le truc parfait. Mais on a tous ce truc de, si on n'arrive pas à faire les choses à la perfection, autant pas les faire du tout, tu vois. Et ça, j'ai remarqué à travers les différents Reboot Camp qu'on a fait que généralement en semaine 3, t'as l'euphorie qui redescend un petit peu, tu vois. Ouais. Pour moi, c'était important du coup d'avoir ce contenu qui arrivait en 3e semaine, qui leur disait, en fait, si tu remarques que tu mets un peu moins d'intention dans tes routines ou dans n'importe quoi, prendre, comme tu l'as dit, conscience du fait que un jour tu vas te remettre à fond, de toute façon. Et en fait, tout le monde a des moments où on repart, tu vois, dans des schémas peut-être pas forcément très productifs, tu vois, on fait des choses qui au final, elles comptent pas vraiment pour nous, tu vois, c'est juste un peu instinctif. Tu vois, on agit plus de façon consciente. Et en fait, de toute façon, à un moment donné, tu vas te reposer des questions sur ta vie et tu vas décider de te remettre sur les rails. C'est juste. Ça vaut pour tout. Quand est-ce que tu vas faire, ouais. Ça vaut pour tout. Donc c'est très puissant. Mais je pense que ça arrive au bon moment. En semaine 3, il y a ce petit down et tu l'as placé au bon moment. Il en faudrait une après semaine 4 aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un down post-RC. Moi un petit peu, mais d'autres beaucoup plus. Je sais qui, dès que c'est fini, en fait, dès qu'ils sont libérés, entre guillemets, ça arrête tout. Et... là, ce qu'on se dit, tu vois, c'est de continuer le tracking. Comme tu avais fait en semaine 6-7 aussi. Ah oui, on avait fait ça, je me souviens. Oui, on avait fait. Ça, c'était pas prévu de base, hein. Ouais. Mais on avait tu l'avais tous. Mais vu que c'était pas obligatoire, il y en a plein qui l'ont pas fait. Et... Ouais. Non, c'est vrai que c'est un truc, à mon avis, qui serait bien à développer. Bon, là, tu vois, nous, ce qu'on s'est dit avec Arthur et Robin, c'est les 2 mecs principalement avec qui je travaille. Il y a aussi Joël, du coup, donc dédicace à Joël également. Mais Joël, on a plus travaillé surtout l'aspect visuel. Robin, il fait le front, Arthur, il fait le back. Et on s'est dit que on veut avoir une application qu'ensuite les gens vont garder sur toute l'année pour vraiment rester et pas perdre cet élan. Oui, d'avoir, comme tu dis, comme un Duolingo avec un streak. Exact. Où tu gardes ta truc. Parce que ça, mais justement, t'en parler, c'est hyper important c'est compliqué, mais trouver une solution pour que les gens continuent à faire ça malgré qu'il n'y ait plus l'euphorie du Reboot Camp, tu vois. Et je pense que c'est le plus important. Ouais. Mais du coup, nous, ce qu'on fait là maintenant, c'est qu'on se concentre pour avoir une app qui soit aussi stylée que possible pendant le Reboot Camp. Parce que le Reboot Camp arrive 1er janvier. Et donc, pendant le mois de janvier, du coup, l'équipe, ils vont se concentrer sur travailler sur l'application après, post-Reboot Camp. D'accord. Je sais pas si on réussira à directement la publier dès la fin du reboot, ou s'il y aura 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu vois, on n'a pas la suite de l'application. Parce que le but, c'est d'avoir un truc gamifié. Ouais. Donc, quand tu montes les niveaux, il faut qu'il y ait des trucs qui se débloquent pour que ça te garde engagé. Ou alors peut-être on se dira, en fait, les couilles, on va juste laisser du tracking tu montes les niveaux, mais tu débloques rien et on verra par la suite. Peut-être on fera ça, en vrai, ça peut être la solution facile.
ou juste on laisse. Et puis au fur et à mesure l'update. Ouais, et après en on met des continuant. updates où on fait gagner où on fait monter des trucs. Bref, on verra. Mais en tout cas, je pense que ce tracker, ça va être un truc qui va beaucoup changer. Parce que c'est vrai que c'était un peu le côté un peu négatif du Reboot Camp. Je me disais, en fait, le programme, il est propre sur plein de points, mais le fait de traquer sur un Google Sheet, tu sais, j'étais un peu deg. En mode. Ouais, je peux comprendre, mais Et tu sais que c'est pas choquant. Tu sais que c'est Kev qui m'a chauffé. Ouais. Parce que Kev, du coup, de ton groupe, avec qui on a refait le site, mec, il est tellement chaud, ce mec, T'es un crack. qu'il a fait un C'est site. pour ça justement que Kev à la base il était pas chaud bosser pour le site parce qu'il a déjà beaucoup de projets de son côté et c'est là où je te parlais de l'euphorie du groupe. C'est nous on lui a dit notamment avec Nikita parce que là après les Reboot Camp on était surtout Nikita, Kevin et moi, les trois autres ont un peu moins suivi la continuité du groupe. Et on a dit mais mec c'est ton occasion, on a vu de quoi t'es capable parce qu'en discutant on nous a montré plein de fois ses sites, t'es un monstre en termes de site design, envoie un message à Elio et go bosser ensemble tu vois. Et maintenant, du coup, je suis trop content que tu me dises que tu bosses avec lui et que comme je savais que c'est un monstre, tu vois. Ouais. Il est trop fort. Ouais. En fait, en faisant un truc aussi propre que ça, qu'est-ce que je veux dire? C'est lui qui a Qui t'a inspiré. donné l'idée pour le tracker en application. Ouais, exactement. Parce que du coup, je me suis dit, putain, parce que sur le site, on a fait une espèce de simulation de tracker et je me suis dit, mec, en fait, si les gens, ils vont voir un site aussi stylé, c'est ça que je me dis, tu vois, c'est que actuellement, je me concentre plus sur le contenu. Et je me dis, je préfère que les gens, ils achètent leur Reboot Camp et ensuite, ils soient surpris en bien par le contenu. Là, son site, il est tellement stylé que les gens, ils vont aller sur le site, ils vont penser que c'est une dinguerie. Et s'ils font ça et qu'ensuite, ils se retrouvent sur la Google Sheet, ils vont être dingues, tu Ouais, vois, je vois ils vont l'idée. se sentir niqués. Ouais, Donc en fait, c'est parce que Kevin a mis la barre CEO avec le site que ça m'a forcé à me dire, bon, il faut que on développe une app et qu'on ait un truc solide à ce niveau-là. Mais ouais, de nouveau, tu vois, c'était mon cheval, tu sais, quand je disais avec Arthur, vous étiez les deux chevaux là à devoir vous tirer. Bah, c'est la même chose du coup avec Kev. C'est Lui, ça. en faisant un truc bien, ça me force à moi ensuite. Ouais, t'es entouré d'une d'aller équipe faire un qui truc se bien. motive et qui fait bien les choses. Bah, c'est fou, cool mec. que t'arrives à prendre des talents dans le Reboot Camp et pouvoir continuer à bosser avec, c'est trop bien. Ouais, vraiment, mec. Vraiment. En tout cas, Renaud, franchement, merci d'être venu, mec. Mais merci à toi pour C'était l'invitation. super inspirant, super cool d'en apprendre aussi un peu plus sur toi. Et Et puis on va taffer les tractions pour continuer à se battre à la prochaine édition. dites dans les commentaires, genre je vais mettre, tu mettras un commentaire sous la vidéo YouTube, Vas-y. j'en mets un. Et puis du coup, genre mettez plus de likes si vous pensez, qui vous pensez va gagner les tractions sur la prochaine édition. Ou ça se trouve ce serait un outsider. Ça se trouve Ce ce serait sera bien. ce serait Rudy, Ce serait trop ou bien. ce serait Ou un nouveau. ou un nouveau. Une machine, on sait pas, un mec qui se tape au Un traction mec, depuis qui an. nous écoute là et qui dit non mais les gars ils savent pas J'arrive. de Ouais. j'arrive. Tu sais, genre vraiment son arc de Mec, il Shogun. a déjà un God set et il va arriver à nous niquer. Ah putain mec. Bah moi ce serait stylé que j'arrive à faire une fois ce God set. Ouais, Parce que mec je t'avoue que au-delà des 40, j'ai l'impression que chaque traction en plus, ça me prend 3 mois de travail et Ah, tout. c'est dur. Et si je me blesse pas, tu vois, genre c'est vraiment, enfin, je me demande si c'est... Tu sais, il y a ça un peu quand t'as un certain niveau sportivement. Au plus tu vas loin, au plus c'est dur d'avancer. Ouais, et tu dis, il y a la composante génétique qui commence à arriver, tu vois. Et en fait, c'est de la merde, en fait, de se dire ça, parce que tu la connais pas, ta composante génétique, donc autant te donner de ton mieux, mais t'as quand même des fois le discours de te dire, ouais, mais ça se trouve, j'en suis juste incapable. Tu vois. Je sais pas si t'as ça, toi, Non. t'as jamais ça? Ouais, mais forcément, mec. Forcément, non, mais en vrai, Non, vas-y, mais je vais voilà, m'inspirer c'est juste de... une question de à quel point tu vas tout donner pour, tu vois. Genre si là pendant, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 2 ans, tu lâches tout pour le God set, il y a aucun monde où tu y arrives pas. C'est impossible. Mais c'est impossible de tout lâcher. Tu vas pas lâcher le RC, lâcher les moments avec ta copine, lâcher tous les trucs autour que t'as pour le God set. Ça fait pas de sens. Mais si tu le fais, je te garantis que tu le fais. Bon, vas-y, mec, on se retrouve 50 tractions déjà pour commencer sur le prochain RC. Vas-y, avec plaisir. Bon, Renaud, t'as un petit mot de la fin, mec? Il y a un Merci truc que tu veux dire pour conclure tout ça? Trouvez-vous des Arthur pour vous pousser. Non, trouvez-vous des motivations, les gars, pour vous tuer. Comme on vient de dire à l'instant, la génétique, c'est un truc, mais l'entraînement, la motivation, c'est un pouvoir de fou. Si vous voulez atteindre un objectif, donnez-vous-y à fond, lâchez pas, envoyez de la puissance tous les jours, levez-vous tôt, faites des douches froides, et pour ça, rejoignez le RC. Bisous. Mec, désolé, je vais rebondir sur ce que t'as dit Ouais, parce vas-y, que ça m'intéresse. C'est vrai que je mets le doigt sur un truc hyper intéressant. C'est que, tu sais, quand tu dis la génétique, au final, on s'en fout. Parce que, en vrai, tu la connais pas, ta génétique, et ta limite, quelque part, génétique, bah, tu sais pas où elle se situe. Ouais. Et ça, c'est dans le sport, mais c'est aussi dans tous les autres domaines de ta vie. Tu sais, quand tu dis, ouais, mais moi, je suis naturellement introverti, et ainsi de suite, c'est un des premiers modules du RC, tu vois, on explique que l'identité, l'image que t'as de toi-même, en réalité, c'est pas ce que t'es vraiment. C'est juste les expériences que t'as entreprises jusque maintenant qui te font te dire que t'es un certain type de personne. Et ensuite, cette image que t'as de toi-même actuellement, bah, elle va te mettre des limites. Si tu penses que t'es extroverti, ou introverti plutôt, ben tu vas te freiner toi-même quand tu vas devoir aller parler avec des gens.
Et c'est très drôle parce que dans le sport, c'est... moi, je pense que par rapport au Godset, si j'ai eu ces doutes, c'est parce que je voyais pas des mecs autour de moi qui réussissaient à accomplir ce genre de trucs. Il y a des mecs qui ont fait des Godsets, mais j'ai vu genre 5-6 vidéos sur YouTube max. Alors que crois-moi, un mec qui fait le Godset, il le fait pas, c'est pas sa routine d'entraînement. S'il le fait, c'est pour remplir le défi. Ouais. Et s'il remplit le défi, il va poster la vidéo sur YouTube. C'est ça. Donc je me dis, il y a 5 mecs sur Terre qui ont réussi à faire ce truc. Est-ce que moi, j'en suis aussi capable, tu vois? Et je pense à nouveau, c'est la même chose. C'est juste que t'es tellement haut que tu te dis... Enfin, en tout cas, à titre personnel, je me dis, mais en fait... vu que dans mon entourage, je vois personne qui... J'ai déjà l'impression d'être tellement à des kilomètres au-dessus de tout le monde dans ce domaine-là, bah que c'est là où tu te dis, si ça se trouve, c'est vraiment plus possible. Et arrive Renaud. Et arrivent les autres, du coup, Rudy et Thomas. Et là, en vrai, je pense, les gars, je vais bombarder les tractions, mec. Mais il faut. Hein. Je vais bombarder les tractions. C'est jamais quand t'es capable, c'est ça qui est... C'est vrai. C'est vrai. Non, mais tu vois, genre juste le fait de dire, c'est comme, tu sais, les records olympiques, quand t'as des mecs qui réussissent à casser, par exemple, les 10 secondes sur le 100 mètres, du coup, tout le monde se dit, ah putain, c'est possible, et tout le monde casse les 10 secondes sur le 100 mètres. C'est la même chose, je pense. C'est la même chose. Ouais. Moi, de par mon passé, je me dis que, tu vois, ça je te dis ça maintenant, c'est que rien n'est impossible, tu vois. Genre, j'étais à un moment dans ma vie où je marchais pas, je pouvais pas poser un pied au sol, et 4 ans plus tard, je fais un marathon, 5 ans plus tard, là, je vais faire bientôt de l'Irox, des choses comme ça, tu vois. Des trucs qui demandent de courir des kilomètres et des kilomètres à une vitesse phénoménale. J'ai fait un ultramarathon au RC, j'ai couru 270 kilomètres en 10 jours. Alors, 4 ans avant, je pouvais pas poser un pied au sol. Donc, tu vois, juste parce que, tu lock-in, t'avances et t'écoutes, enfin, si t'écoutes ton corps, bien sûr, faut que t'aies son corps, mais faut des fois essayer de te surpasser et prouver que t'es capable de faire plus que tu ne le penses. Tu vas passer de chaise roulante à 270 km en 10 jours. Il y a eu des années mais des années de travail, de résilience et de se dire, malgré ce qui m'est arrivé, je vais pousser et faire le mieux possible. Et là, j'arrive à un RC au top de ma forme, être le plus complet possible dans tous les domaines possibles. C'est dommage, mec, malgré tout ça... Je vais récupérer le badge, mec. C'est tellement dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave, ça nous poussera. Après, voilà. J'ai mon accident, c'était léger. Non, je dis pas, t'as perdu. Je dis, non. Malgré le fait que là, t'arrives sur le prochain RC. Mon accident, c'était le bas du corps. Le haut du corps, il va très bien. Ah ouais. Y a pas de limite au haut du corps. Non, mais justement, au haut du corps, t'as beau être très chaud. J'ai pas de limite. T'as beau arriver sur le, mec, je vois tous les sports que t'as. Et franchement, ça fait plaisir, mec, de voir quelqu'un qui croit, mais. Moi, je vois juste. Je vais essayer de pas te battre de trop. Moi, je vois juste qu'au début du RC, c'était là, 36 tractions, je suis large, aucun souci, pas de problème. Et là, maintenant, t'as peur. Peut-être. Bon, ouais, tu vas être tellement deg. Genre, quand tu vas arriver dans le RC, tu vas arriver, genre, premier jour, tu vas directement aller dans la petite section pour voir les records à battre. Ce sera moi. Non, parce que, genre, à minuit 1, genre, je vais poster en 50 tractions et tu vas être dégoûté, mec. Bon, vas-y, Renaud. Elio, merci à tous d'être ici, merci, ouais. Merci à toi, c'est un plaisir. Ciao. Sinon, on s'arrête jamais, mec. Ouais, t'as raison.